Et bonjour, bienvenue sur l'espace de webinaire pour cette conférence en ligne dans laquelle je vais aborder la question de l'initiation et aussi de la guidance des animaux qui nous entourent, enfin, que nous apportent les animaux qui nous entourent. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de vous familiariser avec votre application Zoom. Donc, la première chose, ça serait peut-être de couper les micros. Voilà, donc ça, je vais le faire. Je vais désactiver votre son pour éviter que ça perturbe le déroulé de la visioconférence. Donc là, voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est du coup surtout de repérer l'espace discussion ou question. Je ne sais pas comment ça s'affiche chez vous, si c'est discussion ou question, parce que c'est de cette manière que vous allez me poser vos questions. Donc, une fois que je vais débuter le partage de ce webinaire, je ne vais pas faire de pause. Donc, vous prenez le temps de m'écrire toutes vos questions et à la fin, il y a un temps qui est prévu pour les questions. Donc, dans ce programme, donc on va être ensemble jusqu'à 20 h. Et la dernière demi-heure, en fait, elle est vraiment consacrée à répondre à toutes vos questions sur les sujets qui ont été abordés. Donc, vous les écrivez au fur et à mesure et à la fin du webinaire, je reprends toutes les questions qui ont été posées. Voilà. Alors, donc, comment les animaux nous initient, c'est le titre de notre webinaire. Alors, j'ai encore des personnes qui s'ajoutent. Du coup, je vais peut-être voilà, patienter. Donc, bienvenue pour celles qui viennent de nous rejoindre. On va débuter dans quelques instants cette conférence en ligne, comment les animaux nous initient. Alors, l'idée de cette conférence, en fait, elle est venue à travers un projet qui a été mené par Claire, que j'ai partagé sur ma page. Et son projet, c'était la vie comme une initiation. Et donc, l'idée, c'était de partager des expériences dans lesquelles des expériences de vie en fait qui ont été vécues par les personnes comme des initiations qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui, qui nous ont permis d'avancer, de trouver notre voie. Donc c'était très chouette. Et d'ailleurs, ce projet est encore en cours puisqu'il perdure jusqu'au 30 mai. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur ma page Facebook et puis vous trouverez dans les partages à un moment donné des explications sur ce projet. Mais donc, c'est de là que vient l'idée parce qu'en fait, du coup, évidemment, moi, j'ai partagé plutôt les expériences que j'ai eues avec les animaux, puisqu'en ce qui me concerne, mon chemin de vie est très lié à l'animal, aux rencontres animales et à leur présence à chaque étape, en fait, de ma vie. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et je me suis dit, en fait, il y a plein de manières par lesquelles on peut recevoir un enseignement d'un animal. Et finalement, les animaux nous font toujours grandir. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'est venue l'idée de vous proposer cette conférence. Alors, j'aimerais que vous coupiez les sons parce que voilà, j'essaye de le faire, mais si je dois gérer le son de tout le monde, ça va être compliqué. Et pour éviter évidemment que ça perturbe le webinaire. Donc, pour les dernières arrivées, bienvenue. Du coup, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour me poser des questions, vous avez l'espace discussion ou l'espace questions. Vous retrouvez ça dans la petite tableau de bord qui apparaît alors soit en haut, soit en bas de votre écran. Parce que du coup, je ne vous aurai pas la parole, parce que si tous les micros sont allumés, on ne va pas du tout pouvoir se comprendre. Et du coup, à la fin de ce webinaire, je prends un temps pour lire toutes les questions qui auront été écrites dans l'espace questions-discussion. Et du coup, pour y répondre. Donc, au fur et à mesure de l'avancée, plutôt que de s'interrompre pour répondre aux questions au fur et à mesure, eh bien,
vous écrivez dans cet espace-là, moi j'y réponds à la fin et du coup là, on va rester ensemble jusqu'à, 20h à peu près. Alors du coup, coupez votre téléphone, sauf si c'est votre téléphone que vous utilisez, pour suivre, ce webinaire. Coupez aussi toutes les applications peut-être que vous utilisez, en arrière-plan puisque ça consomme de la bande passante et que pour pouvoir continuer de m'entendre et de me voir, ça peut être, intéressant du coup de ne pas être dérangé et c'est parti. Du coup, mon but ce soir, c'est de, en fait, de faire un état des lieux ou peut-être, d'avoir une vision, sur, l'ensemble, des guidances qui nous lient en fait, avec, le règne animal, donc plutôt comment les animaux nous guident et donc à différents niveaux puisqu'on va avoir les animaux de compagnie, les animaux sauvages, les animaux sur un niveau plus spirituel, donc on va étudier toutes les possibilités. Bonsoir, Claire, bienvenue, Merci Charlotte. dans ce webinaire. Et ensuite, du coup sur justement le plan plus spirituel, beh, qu'est-ce qu'un animal guide et comment du coup on peut travailler avec lui? C'est un peu le programme de la soirée et donc il y a effectivement plusieurs niveaux de guidance, qui existent et on peut rencontrer l'animal sous différentes formes. Donc vous avez effectivement l'animal de compagnie, celui avec qui vous vivez, qui sont des espèces animales du coup qui ont évolué avec l'humain, et donc en fait on s'est adaptés les uns aux autres, pendant, des millénaires, de cheminement en commun et donc ça c'est un premier niveau et ensuite vous avez, tout un tout un tas de liens, possibles, de guidances possibles jusqu'à du coup l'animal totem qu'on appelle aussi animal de pouvoir qui est en fait, plutôt un plan qui est beaucoup plus spirituel. Et donc c'est très, très vaste en fait, les différentes possibilités de liens et de guidance qui existent entre l'humain et l'animal. Et en fait à chaque fois, finalement toutes les rencontres, quel que soit le niveau sur lequel elles se situent, vont nous amener, des opportunités d'apprentissage et donc forcément d'évolution, et éventuellement d'ouverture, de notre conscience et chacune à leur niveau. Donc on étudie, tout ça ce soir. Alors, j'ai toujours des personnes qui s'ajoutent, donc je continue de devoir m'interrompre pour, voilà, accueillir les nouveaux venus. Bon, ça va se caler dans les minutes qui viennent. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui sur cette notion de, animal guide? Finalement, beaucoup de choses, qui ne sont pas toujours, qui nous tirent pas toujours vers le haut, qui sont pas toujours, très positives. Il y a des termes un peu fourre-tout et donc, parmi les termes un peu fourre-tout, on a la relation miroir. La relation miroir, c'est l'idée, selon laquelle, ben, du coup, les animaux qui nous entourent veulent, être comme un reflet, enfin, ou en tout cas, qu'ils le veuillent ou non, sont un reflet, d'espace en nous que l'on ne veut pas voir. Et souvent c'est assez culpabilisant, de considérer la relation animale par ce biais-là, puisque, si on prend des gros raccourcis, parfois c'est: «Bah oui, tu as des problèmes avec ton animal parce qu'il y a des choses que tu veux pas voir et donc tant que toi, tu auras pas progressé, bah, ton animal, il pourra pas aller mieux». Alors c'est très on a envie de dire: «Bah, merci pour le conseil, ça me fait pas avancer» et effectivement ça fait pas avancer, c'est même parfois, culpabilisant. Puisque, quand on avance dans la relation miroir, on arrive aussi à l'idée qu'il y a une corrélation entre la maladie d'un animal et la maladie de l'humain qui vit avec cet animal ou, les problèmes psychologiques de cet humain. Puisqu'en fait, on fait des liens entre, le soma, donc le corps et la psyché, donc l'esprit. Mais alors, plutôt que de faire le lien entre, le soma et la psyché d'un humain, on se dit: «Bah, le soma de l'animal est en lien avec la psyché de l'humain», donc c'est hyper culpabilisant d'entendre qu'en fait votre animal, il est malade parce que, vous faites pas du travail sur vous-même, et que donc tant que vous aurez pas débloqué vos problèmes, votre animal va continuer de souffrir. C'est une autre manière, erronée de considérer cette guidance. Alors moi, c'est quelque chose qui me, hem
qui m'interpelle parce qu'encore une fois, en fait, il y a pas de solution. C'est-à-dire que, on n'apporte pas de solution pour la santé de l'animal et on n'apporte pas de solution pour l'humain pour, accompagner, mieux son animal. C'est juste un constat. Hem, Toujours dans ce rapport, où l'animal peut nous guider, bah, effectivement, on va parler de la relation avec l'animal décédé. Bon, alors j'espère qu'il y en a parmi vous que ça va pas trop heurter, mais le fait est que, ça se produit, des communications avec des animaux décédés et que dans certains cas, l'animal décédé a vraiment des choses, à dire à la personne qui est encore vivante, qui a perdu son animal. Et là aussi, on peut entendre des discours, culpabilisants sur des situations où l'animal décédé communique. Ça serait, ben, en fait, s'il est toujours là, c'est parce que son âme ne peut pas s'élever et si son âme ne peut pas s'élever, ça va être forcément à cause, du gardien de l'animal. Encore une fois, on se dit pas: «Bah, peut-être, il y a un enseignement qui est occupé d'avoir lieu». On a tendance à se dire: «Ah bah, c'est pas bien, tu fais pas ton deuil et du coup ton pauvre chat qui est décédé, bah, il peut pas, continuer, son chemin». On a du coup, aussi dans les idées reçues le rapport aux vies antérieures, qui peut poser question. Puisque, ben, du coup, il y a cette notion de karma qui serait un peu, inévitable et du coup, bah, oui, on peut rien y faire, c'est parce que dans une vie antérieure, j'ai entendu ça récemment, bah, voilà, puis ceux qui me suivent ont vu ma petite vidéo. Le chien dans une vie antérieure, il était, enfin, il a fait la guerre 14-18 alors du coup, bah, il a des phobies aujourd'hui parce qu'il a fait la guerre et que bah, du coup, ça va pas se régler. Donc on entend des choses comme ça alors qu'en fait, ce qui est en jeu c'est pas, de se mettre ensemble dans un cul-de-sac, l'animal et l'humain et de pas évoluer. C'est, de vivre une expérience qui va, en fait, nous faire grandir, nous initier pour qu'on puisse avancer, donc nous, dans notre vie d'humain et l'animal, lui, dans son incarnation d'animal et puis après la relation qui nous lie, ben, en fait, qui nous fait grandir, tous ensemble, hein. Donc là aussi, la motivation pour moi de faire cette conférence, c'est de sortir de ces impasses, dans lesquelles on se met quand on considère que, bah, en fait, il y a des fatalités, si la relation elle est comme ça, bah, c'est parce que moi j'ai un problème et j'arrive pas à régler mon problème, donc ça évolue pas. Voilà et après, bah, on arrivera, comme on l'a vu, sur la relation avec l'animal totem qui est aussi appelé animal de pouvoir. Encore une fois, on va s'éloigner de cette idée de la quête du totem. Dans l'idée de j'ai un seul totem, il faut que je le trouve et en fait, il va me suivre pour toute la vie. C'est pas tout à fait ça, c'est un chemin, c'est dynamique, et c'est toujours dans cette notion d'apprentissage donc quelque part rencontrer son totem, c'est pas forcément, régler ses problèmes et c'est pas forcément, accéder à des capacités qu'on n'avait pas, encore trouvé en soi. C'est surtout reconnaître un chemin qui nous est proposé et qui bien souvent, une fois que le totem est rencontré, a déjà, commencé il y a bien longtemps. Voilà, donc l'idée, c'était aussi de faire le tri par rapport à tout ce que vous pouvez avoir déjà entendu, comme idée reçue sur, les manières subtiles qu'ont les animaux de nous guider. Donc voilà. Alors du coup, je vais rencontrer vos objectifs si vous avez envie effectivement, de vous intéresser aux liens subtils qui nous relient aussi bien aux animaux, de compagnie qu'aux animaux sauvages, qu'aux animaux décédés aussi. Si vous avez aussi envie de, grandir grâce à l'animal, si vous êtes dans un chemin par lequel vous intégrez l'animal, comme un guide. Mais après, c'est sûr que de s'ouvrir à cette possibilité-là dans la relation avec l'animal, bah, ça demande à sortir de sa zone de confort. Parce qu'on ne vit pas une initiation et on ne vit pas un apprentissage sans être à un moment donné, placé dans une situation inconfortable, voire parfois, carrément expulsé, hors de sa zone de confort. Alors c'est jamais très agréable, c'est toujours après coup qu'on se dit: «Ah ben oui, finalement, ça m'a permis de grandir, et si vous faites partie des personnes qui suivez actuellement, du coup, le projet de Claire dont j'ai parlé tout à l'heure, et bien, vous avez sans doute, entendu dans les témoignages que vous avez pu recevoir,
eh bien, souvent ce mécanisme par lequel finalement une expérience de vie, nous sort de notre zone de confort, nous met en difficulté, voire parfois, au fond du trou, voire parfois dans une très grande souffrance et c'est là en fait que, l'apprentissage, il se fait. Donc c'est sûr que si on a envie de rester tranquille, que rien ne bouge et surtout de ne rien changer et ben, ça va pas, être possible dans la relation avec l'animal. Puisqu'en fait voilà, un des aspects de la relation avec l'animal, quel que soit le niveau de relation, c'est effectivement de nous questionner, de nous rendre inconfortables, de nous amener, à progresser, à évoluer. Et donc effectivement, si, le but de s'intéresser à la relation animale comme un guide, c'est de se dire: «Bah oui, en fait, ça va être mon guide qui va tout faire à ma place», sur le plan subtil et sur le plan, matériel, hein. Donc, on pense à l'animal de compagnie, qui va rentrer dans notre vie, qui va être notre idéal et qui va, être un peu le chien parfait, le chat parfait, sans écueil de A à Z, qui va mourir vieux en plus et tout ça. Ben non, en fait, ça va pas fonctionner. Hein, c'est sûr que si c'est ce que vous attendez, ben, là, vous allez être un peu déçus, hein, parce que c'est souvent, un très beau chemin, celui par lequel on apprend grâce à l'animal, mais bon, c'est certainement pas, un chemin, cousu de fil blanc et hyper confortable à suivre. Voilà. Alors je vais prendre le temps quand même de me présenter puisque, bon, je reconnais quelques visages, quelques noms derrière les vidéos, mais en fait, je pense qu'il y en a qui me connaissent pas. Et surtout donc en fait dans mon parcours en lien avec l'animal, moi je suis née au milieu des animaux, hein, voilà, il y avait, déjà dans ma famille avant que j'arrive, beaucoup d'intérêt pour les animaux, donc chevaux, chiens, chats, chèvres, lapins, cochons d'Inde, pigeons, enfin vraiment canard, poule, la totale quoi, hein. Ce que vous pouvez imaginer comme animal de compagnie, animal de ferme, à l'exception des vaches et c'est un point très important, vous découvrirez ça tout à l'heure. Et donc voilà, donc c'est quand même une enfance, par laquelle j'ai été confrontée à l'animal tout de suite et donc l'idée de l'initiation par l'animal, elle est arrivée, je dirais dès le début et donc assez naturellement, je me suis tournée vers la communication animale. Alors je pratique la communication animale donc depuis 2004 et c'est devenu mon activité professionnelle. Donc je propose des consultations en communication animale, des formations aussi. Alors avec 2 niveaux de formation, la formation courte pour les personnes qui souhaitent développer la communication animale à titre, personnel ou en complément, de leur activité professionnelle si elles ont un métier en lien avec les animaux et la formation longue, qui est une formation qui se suit sur 1 ou 2 ans dans le but de devenir un professionnel de la communication animale, et donc d'en faire un métier. Donc on peut voilà comment ça se situe. Et dans mon chemin de vie, du coup, l'animal a toujours été présent et du coup, j'ai eu aussi l'opportunité de faire des rencontres avec des animaux sur, différents plans. Je ne suis pas juste restée dans le contact avec l'animal de compagnie. Donc il y a la relation animal de compagnie, la relation avec l'animal de rente puisque, bah, voilà, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu agricole. Je me suis occupée de troupeaux, de chèvres, laitières, et de bovins viande aussi. Donc la situation aussi bien de la naissance, la maladie, la mort, l'animal qui va à l'abattoir, tout ça. Vraiment, assez complet. Et puis la relation avec l'animal sauvage, dans différents contextes, dans son milieu naturel notamment. Et puis après, bon, beh, la relation avec l'animal, totem qui du coup est un aspect de l'animal qui est non incarné, donc à un niveau plus subtil et c'est des choses qui se sont, finalement un petit peu, imposées à moi tout au long de mon chemin. Et du coup, bah, je vais vous partager un petit peu, le fruit de tout ce parcours qui m'a amenée à aujourd'hui, avec cette, certitude, qui est la mienne que en fait, c'est vraiment important, qu'on réussisse à retrouver, je pense à une échelle plus qui va au-delà de l'individu, à une échelle plus collective. C'est vraiment très important qu'on réussisse à retrouver notre place, parmi les animaux, en fait. Bon, d'un point de vue biologique, vous savez que nous sommes des animaux,
Et en fait, le dernier stage totem qui a eu lieu, c'est un stage dans lequel un groupe de personnes, enfin j'accompagne un groupe de personnes à rencontrer, leur totem. Donc ce dernier stage qui a eu lieu, c'était en Belgique et en fait, ce sont les animaux qui guident à ce moment-là le stage, hein, c'est pas tellement moi, mais disons qu'ils m'utilisent pour guider le stage. Et bien là, c'était vraiment, vous allez arrêter de régler vos problèmes personnels, ou de chercher votre propre totem ou de cheminer tout seul, vous allez vous mettre sur le plan collectif. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est mis sur le plan collectif, donc l'humanité dans son ensemble, hein, pour entendre ce que l'animal a à dire aux humains, quoi. Et en fait, le vrai message, c'était: «Mais, on vous a perdu il y a longtemps, là maintenant, il faut que vous reveniez à votre place». Et c'est intéressant parce que, on a tendance à se dire, «OK, on s'est séparés de la nature, on se reconnecte», mais avec une démarche dans laquelle on est un peu, on se sent coupable et donc on veut la sauver. Cette nature. Et là, le message, c'était pas du tout: «Non, mais on n'a pas besoin d'être sauvé et on n'a pas du tout besoin que voilà, il faut juste que vous retrouviez votre place et votre place, c'est pas vous et la nature, vous et nous». C'est qu'en fait, la nature, l'animal, l'humain, c'est la même chose. Il devrait même pas y avoir de mots pour désigner la nature, parce qu'en fait, on en fait partie. Et si on utilise un mot pour la désigner, ça veut dire qu'on la considère à l'extérieur de nous. Donc quand je parle de se reconnecter à la nature, c'est finalement revenir dedans, refaire partie de cette nature-là. Alors tous les animaux ont pas conscience évidemment de ça, mais quand on va sur le niveau, des esprits, des espèces animales, donc le niveau du totem, c'est un peu pratiquement, on pourrait dire, l'inconscient collectif d'une espèce. Eh bien là, on peut accéder à, un plan de conscience qui est très, très étendu et sur lequel il y a ces réalités-là qui sont une évidence en fait. Après ça n'empêche pas tout le reste. Évidemment. Et donc là, je me dis: «Bon, OK, en fait, de quelle manière est-ce qu'on crée ça?» C'est-à-dire, ce mouvement par lequel, ben, on revient dans cette nature, on en fait partie au point qu'il y ait même plus besoin de la nommer. Et bien, en ce qui concerne, en tout cas, mon chemin de vie, ça passe par la relation à l'animal puisque l'animal, quelque part, n'a pas fait cette dyna n'a pas n'est pas rentré dans cette dynamique de rupture et de séparation, comme nous. Donc en fait, quelque part, il peut être une porte aussi. Alors je pense que pour d'autres, le chemin va passer par les plantes, pour d'autres encore, le chemin peut passer par, le contact direct avec la terre, en elle-même. Mais bon, ici, on est là pour parler de l'animal, donc on va rester, dans la démarche de l'animal. Alors du coup, je voudrais vous partager déjà, 3 grandes initiations, qui ont eu lieu dans ma vie, qui vont du coup peut-être vous inspirer et puis qui surtout, permettent de voir, précisément de quoi je parle et puis comment ça peut se passer, une initiation. Et en fait, ma première leçon de vie qui m'a été, communiquée par les animaux, et bien, c'est que quand je suis arrivée, dans cette famille où il y avait plein d'animaux et beaucoup d'humains aussi puisqu'on était 5 enfants, et ben, j'avais peur des animaux. Alors, il y a beaucoup de choses dont je ne me rappelle pas puisque cette, phobie, elle s'est présentée, dès mon plus jeune âge, donc ça m'a été, raconté par mes parents. Mais bon, mes parents qui étaient entourés d'animaux, qui vivaient avec les animaux, qui montaient à cheval, qui avaient des chiens dans la maison, qui élevaient des chiens, qui élevaient des pigeons, qui élevaient des chèvres, enfin il y a des animaux partout. Bah, ils ont mis au monde un bébé qui en fait, semblait, terrorisé à chaque fois qu'il voyait un animal. Donc en fait, c'était très compliqué au quotidien. Puisque c'est un quotidien où, le chat monte sur la table, vient faire des câlins au bébé, tout ça. Donc ça c'est mes parents qui me l'ont raconté. Et après en grandissant, j'ai commencé à avoir des souvenirs de cette peur. Parce qu'en fait ça m'a poursuivie jusqu'à mes 12 ans à peu près, hein, quand même, hein. Donc j'ai un long chemin. Et donc j'ai eu des souvenirs de cette peur, et effectivement, ben, c'était très limitant dans mon environnement. Puisque c'était très difficile de trouver des espaces où il y avait pas d'animaux, en fait. Et je pense que ça a été, une difficulté suffisamment importante pour que l'animal à mes yeux ait, une autre, une autre importance ou un autre sens qu'aux yeux de mes frères et sœurs, par exemple, puisque je suis la seule à avoir vraiment développé la communication animale et je pense que pour moi, la communication animale, c'était une question de survie, finalement.
C'est-à-dire, à un moment donné, ces espèces de monstres qui peuvent me taper, me manger, m'écraser et ben, faut qu'on se mette d'accord pour qu'ils me fassent pas de mal. Je pense que c'était vraiment ça la première idée. Ben, comment faire, soit on est plus fort que l'autre et du coup on l'écrase et du coup il ose plus, hem, agresser, parce que je me sentais agressée souvent. Soit je deviens, intelligente et je propose, plutôt la collaboration, la relation, on s'entend bien. Donc évidemment, c'est la deuxième option, que j'ai choisie dans mon enfance puisque, bah, j'avais pas la force physique en fait, de passer au-dessus de tous ces animaux, hein. Et alors évidemment, bon, vous savez que les animaux ressentent la peur. Alors soit l'animal, la peur d'un humain, ça lui fait peur à lui aussi parce qu'il se dit: «Bah, qu'est-ce qui est inquiétant?» et donc il va plutôt être alerte et du coup, il va avoir des réactions plus vives. Soit il en profite et clairement, le bouc, dans le troupeau de chèvres, il en profitait. C'est-à-dire que dès que je rentrais, je me faisais taper, hein, c'est clair. Et donc voilà, et mes premières expériences de communication animale datent du coup de mon enfance et ont lieu avec certains animaux dans des circonstances, particulières. Soit parce que je me sentais vraiment en danger ou je l'étais vraiment parce qu'effectivement, quand on est un enfant au milieu des animaux, parfois on est en danger. Typiquement un bouc qui vous charge avec toute sa force, ben, ça fait très mal et ça peut être vraiment dangereux. Soit parce que, à un moment donné, les animaux m'ont proposé quelque chose de plus, sympa que la peur et donc mon premier souvenir dans ce sens, c'est un contact avec, un troupeau de vaches. C'est pour ça que je vous disais, c'est intéressant, le seul animal qu'il y avait pas chez mes parents, c'était des vaches et paradoxalement, du coup, je les voyais de l'extérieur. J'y étais pas confrontée et en fait, cet animal me fascinait. D'ailleurs, il me fascine encore aujourd'hui, j'adore les vaches. Et donc un jour, je me suis retrouvée au milieu d'un troupeau de vaches, en plein milieu d'un pré qui n'était pas chez mes parents. Genre, je me suis sauvée et je suis allée me mettre là. Je me souviens plus précisément comment j'y suis arrivée, hein, mais bon, voilà, c'était dans la campagne, autour de chez mes parents. J'avais le droit de me balader dans les chemins parce qu'il y avait pas de voiture, il y avait pas de voisins, il y avait pas de danger. Je suis allée chez le voisin, au milieu de ces vaches et en fait, il s'est passé un truc, assez incroyable à ce moment-là. C'est que, donc les vaches sont toutes venues se mettre autour de moi en cercle. Elles ont commencé à me respirer pour, capter mes odeurs. Moi, j'étais terrorisée et en fait, à un moment donné, j'ai entendu leurs pensées et je me souviens avoir identifié que c'est les vaches qui pensaient et donc j'ai ressenti leur bienveillance, j'ai ressenti leur délicatesse, leur maternité, leur douceur. J'ai senti qu'elles sentaient que j'avais peur. J'ai compris qu'elles comprenaient que j'avais peur et que donc il fallait pas s'approcher plus et donc j'ai vraiment été apprivoisée par ces animaux. C'est-à-dire que souvent on a des expériences dans lesquelles nous, en tant qu'humains, on va apprivoiser un animal qui serait apeuré et bien là, c'était le contraire. C'est-à-dire que moi, j'étais un animal apeuré, dans mes réactions, instinctives, et complètement soumises à l'expérience et ces animaux autour de moi qui étaient beaucoup plus gros, plus imposants et d'ailleurs plus matures parce qu'ils étaient adultes, m'ont apprivoisée et ça a changé ma vie parce que je suis rentrée de là, toute gamine que j'étais en me disant: «OK, alors à partir de maintenant, peut-être que plutôt que de fuir les animaux parce que j'en ai peur, je vais trouver le moyen, d'aller vers eux». Et donc là, ça a été un chemin qui a commencé donc jusqu'à mon adolescence et j'ai pris une espèce animale à la fois. Je me mets à l'aise avec le chien, je me mets à l'aise avec le chat, je me mets à l'aise avec le cheval. J'ai eu un poney qui est rentré dans ma vie, voilà et donc petit à petit, cette peur a été vaincue parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai plein d'animaux chez moi, j'ai pas peur des animaux. Elle a été vaincue parce que j'ai compris que par la relation et par la communication, on pouvait grandir et que du coup finalement, ben, eux, ils allaient me faire grandir. Ceux qui me font peur vont me faire grandir et quelque part, c'est un enseignement quand même assez fondamental, dans la vie parce que le principe de la peur, c'est qu'on n'y va pas. Quand on a peur, on n'y va pas et parfois, ben, ça nous ferme des portes parce que soit la peur, elle est justifiée effectivement, j'ai peur du vide, je vais pas me lancer du haut d'une falaise donc ça me tient en vie. Mais parfois cette peur, elle nous ferme des portes. J'ai peur de parler en public, donc je vais pas présenter ma thèse de doctorat, donc j'aurai pas mon diplôme, c'est quand même dommage.
Et du coup, déjà pour avancer, c'est bien de se dire: «Eh beh, peut-être la peur, je vais pas la fuir, je vais l'apprivoiser» et ça, c'est finalement le premier apprentissage que les animaux m'ont amené dans la vie. Arrête de fuir ta peur, apprivoise-la et tu verras que ça va te faire avancer et quelque part, c'est devenu ma manière à moi, de progresser aussi. C'est là où j'ai peur, je vais, en fait. Pas de manière inconsciente évidemment, s'il y a un vrai danger, j'y vais pas. Voilà. Alors du coup, ça, c'est la relation avec un animal domestique. J'ai eu une deuxième leçon alors j'en ai eu d'autres des leçons puisque après, dans la relation avec mon poney, bah, finalement, avec lui, j'ai vraiment compris les bases de la communication animale. J'avais une douzaine d'années et donc on s'échangeait, des pensées en images, ça marchait très bien. J'ai joué à ça pendant quelque temps avec lui jusqu'à ce qu'il décède. Donc effectivement, ça c'était, un apprentissage fondamental qui vient d'un animal de compagnie. Mais la deuxième leçon dont j'ai envie de vous parler, elle est venue d'animaux sauvages et donc c'était à travers une rencontre avec des baleines. Donc je suis allée au Québec, au bord du Saint-Laurent et j'ai passé une semaine à communiquer avec des baleines et donc il y a eu plein d'échanges, de communication avec ces baleines et à un moment donné, j'ai vécu une expérience très particulière. Alors si des psychiatres m'écoutent, ils vont me dire que c'était peut-être un délire psychotique, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois et donc je pense que c'est vraiment, pas de cet ordre-là. Donc les baleines m'ont proposé une forme de voyage que j'ai accepté et la première étape de ce voyage, ça a été de perdre le corps. Donc en fait, j'ai eu la sensation que mon corps se disloquait complètement et jusqu'à ressentir des cellules qui se dispersent dans la pièce. Donc je perds mon enveloppe, physique finalement, il y a plus de corps. À ce moment-là, je me sens, très, très inquiète et comme j'étais accompagnée, j'appelle la personne qui m'accompagne pour lui dire que je suis occupée de ressentir ça dans mon corps et que j'arrive pas à le maîtriser. Donc la personne me propose de m'allonger. Elle me dit qu'elle va venir m'aider et elle m'envoie quelqu'un et ce quelqu'un allume des cierges à mes pieds et se met à lire la Bible et en fait, je me suis retrouvée propulsée, hyper loin quoi de mon corps dès qu'elle a commencé à lire la Bible. C'était un peu comme si, j'étais morte et qu'on me faisait, partir, quoi. Du coup, j'ai perdu la notion de mon propre corps, j'ai perdu la notion de l'espace dans lequel j'étais et puis je me suis retrouvée, loin au-dessus de la terre et puis j'ai même perdu la notion, de terre, d'espace, de système solaire, d'humanité. Je suis vraiment partie très loin. La seule chose qui est restée, c'était la respiration. Donc quelque part, je suis devenue une respiration. Charlotte n'existait plus, ma conscience de moi existait plus, voilà, il y avait juste la respiration. Et dans ce moment-là, hem, j'ai fait plein de rencontres, de plein d'êtres, pas forcément humains, qui m'ont particulièrement, marquée et qui étaient, comme des retrouvailles et c'est un voyage qui a duré 1 h 30. Donc pendant que c'était occupé de se passer, j'avais pas la notion du temps et à un moment donné, j'ai été arrêtée dans ce voyage, par 2 êtres, de lumière qui m'ont dit qu'il fallait que je rentre. Moi, je savais pas où je devais rentrer puisque je savais pas qui j'étais et je savais pas que les humains existaient ni que la Terre existait. Du coup, c'était assez, violent ce moment-là et en fait, c'est, donc la personne avec qui j'étais, à qui j'ai dit que je me sentais pas bien. Au bout d'un moment, elle s'est dit: «C'est bizarre, Charlotte revient pas». Elle est allée, voir et elle a constaté que j'étais inerte et donc elle était ostéopathe cette personne, donc en fait, elle a mis ses mains sur mon corps et elle a travaillé en ostéopathie et dans l'espace où j'étais, j'ai vu son visage apparaître et ça m'a remis dans mon corps. Donc effectivement, elle a fait exactement ce qu'il fallait pour me ramener et quand je suis revenue à moi-même, c'est-à-dire dans mon corps, dans la pièce où j'étais, elle n'était plus là, elle était repartie. Je reconnaissais pas le lieu où j'étais, je savais pas ce que je faisais là, j'avais besoin de me retrouver dans l'eau. Comme si, j'étais arrivée au mauvais endroit, c'est-à-dire que j'étais arrivée dans l'air, il fallait que je passe dans l'eau. Donc j'ai cherché de l'eau, je suis arrivée dans la salle de bain, je ne savais pas comment faire pour actionner le robinet parce que je sentais qu'il y avait de l'eau, mais je savais pas comment faire pour que l'eau sorte. Du coup, je suis allée dehors pour aller dans le fleuve. Heureusement, je n'ai pas sauté dans le fleuve et puis finalement, je suis revenue dans la salle de bain, j'ai réussi à ouvrir le robinet, je me suis plongée dans l'eau
et quand je suis sortie de l'eau, eh bien, je suis revenue complètement. C'est-à-dire Charlotte, ici, maintenant, dans un corps et cetera. Donc pour moi, cette expérience, c'était comme une mort finalement. C'est-à-dire le corps s'arrête, on s'en va, on change de perspective, du coup complètement, puisque même la personnalité n'est plus là. Et puis il y a un retour dans un corps qui doit passer par l'eau, un petit peu comme, la naissance en fait, quand un enfant arrive sur terre, il passe par l'eau et puis la naissance, donc il y a la première naissance qui est d'arriver, dans un corps qui se construit, qui se fait dans l'eau et la deuxième naissance qui est de sortir de ce corps, dans l'eau pour arriver, dans un milieu aérien. Ce que j'ai dû faire, hein, c'était, très instinctif, mais il fallait passer par l'eau pour revenir, dans l'air. Et bien ça m'a quand même, radicalement changé ma vie. C'est pour ça que je dis que la mort est un commencement. Parce que, bon, c'est clair que c'était en lien avec les baleines, puisqu'après cette expérience, j'ai reparlé avec elles et parce que j'étais toujours en connexion avec cette espèce animale-là et donc j'ai appris plein d'enseignements. Ça m'a pris, un bon 3 mois pour, retrouver une perception normale. C'est-à-dire que du coup, j'avais mes sens subtils qui étaient beaucoup, beaucoup plus affûtés et donc je captais plein d'informations sur tout, même des choses qui étaient pas forcément intéressantes, mais qui étaient justes. Et du coup, pour que tout se réorganise, le fait d'être, voilà, sur le plan terrestre, tout ça, donc ça s'est réorganisé doucement et depuis cette expérience, le lien avec les baleines reste quelque chose d'important dans ma vie, qui fait que ça peut arriver que, par exemple, la nuit, je vais, être appelée par des orques qui sont coincés, quelque part dans une baie, à l'autre bout du monde, ou je vais être en lien avec, des cachalots, qui sont occupés hem, de vivre une naissance et c'est hyper joyeux, je le vis avec eux ou voilà, donc vraiment une relation avec, cette espèce animale-là. Donc des individus, vivants. On verra à la fin, je vous ai préparé un petit message, d'une orque ou, l'esprit des baleines, donc sur le plan, plus subtil. Voilà et donc voilà, donc là, c'était vraiment une initiation, spirituelle, du coup, donc qui m'a pas forcément amenée, comme l'initiation précédente à, changer ma manière de vie, mais en fait qui m'a juste complètement, et radicalement engagée dans ce que je suis occupée de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que c'était clair que j'avais un truc à faire sur terre parce qu'au moment où j'étais partie, j'étais bien et quand, il était question de revenir, j'avais pas envie parce que ça n'avait aucun sens pour moi de revenir et le fait d'avoir fait ce chemin retour, ça a un sens maintenant d'être ici, un sens, très profond. Et en fait, du coup, ben, voilà, qui m'amène à œuvrer maintenant pour, que quelque part l'humain et l'animal retrouvent, l'espace où ils sont, communs en fait, ou un espace, d'unité. Et la troisième leçon que je voudrais vous partager, que j'ai reçue des animaux, c'était, bah, du coup avec un animal qui est mon totem. Donc j'ai rencontré mes totems, progressivement, à partir des premières d'expériences de communication animale ou, dans des rêves et cetera. Au départ, j'étais pas, forcément fan de cette notion de totem parce que je suis dérangée par la manière dont c'est amené, dans le chamanisme, contemporain, pour dire les choses comme ça, que je trouve enfin pour moi, c'est pas du chamanisme, on appelle ça chamanisme. Hem et en fait, aussi la façon dont c'est associé aux cultures amérindiennes, tout ça, enfin pour moi, ça a pas beaucoup de sens. Et du coup, j'ai fui cette notion d'animal totem pendant des années, et en fait, ça s'est imposé à moi tout le temps, à travers des expériences, voilà, soit un animal avec qui je suis en communication qui m'emmène vers une relation plutôt avec un animal totem, soit à travers le rêve, soit dans une rencontre avec un animal sauvage. Du coup, j'étais tout le temps ramenée à ça. Et la première fois que j'ai vu un animal totem, c'était au décès de mon grand-père. Du coup, j'avais 13 ans. Et donc j'ai rêvé de mon grand-père, une nuit, après son décès et il m'a dit enfin, en gros, il est venu avec un aigle sur son épaule et il m'a dit: «Bah, en fait, cet aigle, c'est le lien entre toi et moi. Donc si à un moment donné, tu as besoin d'un grand-père
tu appelles l'aigle et ça ressemble un petit peu à un totem, en fait, hein, le fait, de l'appeler quand on a une difficulté et cetera. Donc quand j'étais jeune comme ça, je me suis dit: «OK, très bien, j'ai reçu l'info», sauf que j'ai jamais appelé, l'aigle, ni mon grand-père, que j'ai pas du tout utilisé ça. Après j'ai eu, voilà, un échange avec, la tortue qui est devenue enfin que j'ai reconnu comme mon totem, principal, central, celui qui prend le plus de place. Et donc je me sentais bien avec la tortue, c'était cool et tout. Après j'ai eu une initiation très forte avec un puma, donc c'était, alors lui c'est un totem plus périphérique, très bien. Après j'avais, l'opossum, je me dis: «Oh c'est pas mal l'opossum» et en fait, régulièrement j'avais l'aigle qui revenait la nuit en disant: «Je suis ton grand-père et tu m'appelles jamais» et moi j'avais, pas du tout envie de cet aigle parce que c'est très cliché. Les personnes qui se disent, chamanes ou qui guident avec les animaux totems et tout, ils ont toujours des aigles en totem et donc moi j'avais pas du tout envie de tomber dans ce cliché-là, et je me disais: «Oh bah, c'est une histoire d'orgueil, c'est un truc égotique, voilà, comme dans le rêve, ça peut être aussi l'inconscient qui s'exprime, c'est pas forcément, toujours quelque chose d'extérieur. Je me suis dit: «Non, non, ça c'est pas possible» et du coup, ça a continué tout le temps, ces rêves la nuit et donc un jour je suis allée, j'ai été invitée par une amie à une soirée, tambour chamanique. Alors j'avais jamais écouté le tambour, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» donc on est très nombreux. Le gars qui propose ça est vraiment super, il maîtrise très bien le tambour, c'est chouette. Je fais un premier voyage, le but c'est de rencontrer son totem et je me retrouve du coup avec la tortue comme d'habitude. Donc je suis bien avec ma tortue et sur les 30 personnes, bah, il y en a un tiers c'est le loup, un tiers c'est l'aigle, un tiers c'est le dragon. Alors du coup, je me dis: «Bah, voilà, évidemment, c'est un petit peu les grands totems qu'on aime bien avoir». Du coup, j'étais contente d'avoir ma tortue et il y a une personne dans le groupe qui n'avait pas du tout, elle a rien vu. Elle a pas eu aucune image, enfin, elle était hyper déçue parce qu'elle avait rien vécu et du coup, le deuxième exercice, qui est proposé, c'est, ben, en fait, vous allez, refaire le voyage au tambour, mais vous allez rencontrer le totem de votre binôme, pour valider au binôme, que c'est bien celui-là qui l'a rencontré. Et du coup, cette, dame, elle se tourne vers moi et elle me dit: «Ah, on va le faire ensemble». Je dis: «OK, on le fait ensemble». Alors, moi, je trouve son totem, très bien et elle, elle me dit: «Mais ça ira pas parce que moi, à chaque fois que je fais des expériences comme ça, il se passe rien, je voyage jamais, j'y arrive pas, enfin voilà, donc je suis désolée par avance pour toi, mais je sais que j'aurai rien à te dire». Alors moi ça je m'en fous, c'est pas grave, enfin voilà, donc on fait l'exercice et en fait, à la fin de l'exercice, cette dame, elle arrive complètement, habitée, transformée et me dit: «J'ai vu un aigle énorme qui est furieux contre toi parce que ça fait des années que tu l'ignores. Il en a marre de venir dans tes rêves, voilà, il faut que tu l'écoutes maintenant, ça suffit», voilà et là, je me suis dit: «OK, d'accord». Ça veut dire que là, j'ai manqué d'humilité pendant 20 ans à dire: «Ah non, 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 c'est pas pour moi parce que, j'ai pas envie, d'être dans les clichés, tout ça» et en fait, le fait que ça passe, par une personne qui, n'a aucune prétention, qui, est même persuadée qu'elle n'y arrivera pas, qui n'a jamais réussi à vivre une expérience comme celle-là et que ça soit, non seulement aussi fort, mais en plus précisément, dans les faits, exactement ce qui se passe depuis des années, à savoir: «J'arrive dans tes rêves et tu m'ignores», bah, ça m'a donné une sacrée leçon, en fait. En fait, ça m'a appris que l'humilité, c'est pas, vouloir être plus grand que ce qu'on est, ni plus petit. C'est juste trouver, juste la juste mesure, en fait. C'est juste être à sa place. Si on a des capacités qu'on n'utilise pas, on manque d'humilité et si on voit au-dessus de ses capacités, on manque d'humilité aussi finalement et c'est vrai que moi dans ma croyance à l'époque, c'était plutôt, et ben, en fait je vais rester, petit parce que bon, c'est bien d'être petit, c'est, c'est plus raisonnable, c'est plus humble et en fait non, là c'était vraiment, bah, non, tu vois l'humilité, c'est juste prendre sa propre place avec son propre pouvoir, en respectant celui des autres, sans être au-dessus, sans être en dessous, juste à ta place, quoi.
Donc voilà, c'était, l'expérience du totem. Donc là, je voulais vous donner 3 exemples, de l'animal de compagnie à l'animal totem en passant par l'initiation, complètement spirituelle des baleines. Et là maintenant, on va s'intéresser à, finalement 3 grandes guidances, qui sont possibles dans la relation avec l'animal. Donc en premier lieu, vous avez évidemment votre animal de compagnie. Donc l'animal de compagnie, bah, il vit avec nous la ou si c'est un cheval, il n'est pas avec nous, mais en fait, en tout cas, il est très proche. On va avoir une relation qui est hyper, intime avec cet animal et souvent, on ne va pas rencontrer son animal de compagnie par hasard. C'est pas forcément quelque chose qui est organisé par un grand plan, subtil, c'est juste que, si cet animal et moi, on entre en résonance, parce qu'on a quelque chose à faire ensemble. Donc il y a cette notion de la résonance. Alors qu'est-ce que c'est la résonance? C'est le fait qu'on va, s'attirer parce qu'on a des points communs et parfois le point commun, c'est une histoire, notre histoire, l'histoire de l'animal, l'histoire de l'humain. C'est parce qu'on a aussi des choses, à faire ensemble. Donc par exemple, pour illustrer ce phénomène de résonance, eh bien, une femme voilà, qui a 4 enfants. Elle est enceinte du 5e, elle apprend qu'il est porteur d'un handicap, qui permettra pas qu'il vive, au-delà de sa naissance. On lui propose une intervention, pour faire partir le bébé. Elle accepte et du coup, ça fait, une interruption thérapeutique de grossesse. Donc en fait, ça fait, un accouchement vers les, 5 mois et demi, 6 mois, du coup, d'un enfant déjà formé. Enfin, c'était très difficile à vivre avec la responsabilité d'avoir pris la décision, de faire partir cette vie. Donc c'est quelque chose qui est hyper dur à vivre et cette femme, va, adopter un chien et le chien qu'elle adopte, elle fait pas trop attention à ce moment-là, mais c'est le 5e de sa portée. Il a failli mourir à la naissance. C'est donc le petit dernier, le petit fragile et il va se développer ensuite comme un enfant handicapé. Donc quelque part, il est son 5e enfant, mais c'est pas que lui fait ce rôle-là parce qu'elle en a besoin, c'est plutôt que dans son histoire de vie, dans la manière dont il a vécu la gestation, la naissance et ses débuts avec ses frères et sœurs auprès de sa mère, ça rentre en résonance avec cette femme qui a vécu le fait de perdre un petit 5e, handicapé. Et donc les 2 ne peuvent que s'attirer, en fait. C'est un peu, c'est pas les contraires s'attirent, l'inverse du coup, c'est parce qu'on a des similitudes, voilà. On s'attire parce qu'on se ressemble et parfois ce qui nous relie, du coup, bah, ça peut être, une expérience de vie que l'animal a eue, que l'humain a eue. Ça peut être, du coup, une blessure, une souffrance ou au contraire, une manière de traverser la vie qui est similaire. Alors souvent, quand on est sur des relations comme celle-là, il y a des choses qui sont d'une évidence entre la personne et son animal. On a vraiment l'impression que, c'est hyper fluide, qu'on est les mêmes, qu'on a les mêmes besoins au même moment, qu'on se comprend totalement. Quelque chose qui semble totalement parfait et alors là, dans la relation précise entre cette dame et ce chien, bon, ben la difficulté, c'est que comme ce chien se développait comme s'il avait un handicap, ben, du coup, il avait des problèmes de comportement, très importants et ce qui a permis de libérer ça, c'était effectivement que la personne identifie, sa blessure à elle, qu'elle est percute que son chien, il avait vécu la même chose et que du coup, elle fasse vraiment son chemin de deuil. C'est son chien qui le lui a permis et du coup, le chien, il s'est libéré de ses phobies, il a progressé dans son trouble de comportement, mais il avait toujours cette place du 5e au sein de la famille. Il a vécu sa vie et quand il est arrivé à la fin de sa vie et qu'il est décédé, ben, ça a fait bouger toute la famille puisque, bah, les 4 enfants qui étaient jeunes au moment où le chien est arrivé, dans leur vie étaient plus âgés et donc ils ont pu processer, pour eux, le décès de leur petit frère, donc qui a eu lieu 10 ans avant, à un âge où ils ne pouvaient pas le processer et du coup, finalement, ça a, permis à finalement, il y avait cette dame, elle a choisi ce chien parce qu'il y avait une résonance avec elle, mais le chien avait aussi une résonance avec tous les membres
de la famille et en fait, c'est une famille avec que des filles et là, c'était un mâle et normalement, c'est un garçon qui devait naître et donc ça a permis aussi au monsieur de faire l'expérience, entre guillemets, «d'avoir un fils» et donc de le perdre, ce fils et de faire lui son deuil parce que vu les circonstances de la perte de l'enfant, au départ et bien pour le papa, c'était pas une évidence, l'enfant était pas né, donc il a pas vécu la perte et donc ça a permis au couple, voilà, au moment du départ du chien, de libérer tout ça. Hein, donc là, c'est vraiment un truc, énorme, la présence de ce chien dans cette famille. Mais ça n'aurait pas été possible avec un chien qui peut-être n'aurait pas lui vécu aussi le fait d'être un 5e et le fait d'être, bah, finalement entre guillemets «handicapé», hein. Donc souvent ça c'est des relations qui peuvent nous bouleverser, mais c'est très souvent au moment du décès de l'animal que, ça bouge vraiment en fait. Parce qu'on peut avoir l'impression que c'est tellement parfait que du coup, on se construit ensemble là-dessus, il y a rien à dire, il y a pas de difficulté, il y a pas de problème et du coup, quand l'animal décède pour le coup, et bien, on ouvre un nouveau chapitre de sa propre vie et ce nouveau chapitre débute forcément par une guérison de quelque chose d'antérieur. Mais avant que cette guérison intervienne, ben, on rencontre sa blessure quoi, hein, évidemment. Vous pouvez pas guérir de quelque ch d'une blessure qui n'a pas été rencontrée. Donc ça, c'est la relation, en résonance. Alors l'animal n'est pas forcément conscient, c'est pas quelque chose que lui, il fait. C'est-à-dire que le chien n'a pas, intentionnellement choisi cette famille. C'est quelque chose qui se fait, profondément, entre les êtres. C'est pour ça que je parle de résonance. Alors le deuxième niveau de relation de l'animal de compagnie, c'est effectivement la relation miroir. Alors la relation miroir, c'est vraiment, lorsque l'animal, par son attitude, par qui il est, sa personnalité, nous renvoie nos projections ou nous renvoie des aspects de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir. Et du coup, souvent, dans cette relation-là, on va trouver, des problèmes à l'animal. On va trouver que ça va pas, que là, il par exemple, «Oh cette jument, elle est trop maternelle, elle laisse pas partir ses poulains». Bon, bah, après, dans une relation miroir, il faut que la personne qui dit ça regarde chez elle comment elle, laisse partir ou pas ses enfants et la plupart du temps, bah, on va retrouver la même manière, d'agir, sauf que la personne humaine, elle le voit pas chez elle, elle le voit chez son animal. Hein, c'est ça le principe de la relation miroir. Encore une fois, c'est pas conscient. L'animal ne fait pas exprès et finalement, l'animal va pas forcément, changer de comportement. C'est-à-dire que dans l'exemple que j'ai pris, si la personne se rend compte qu'elle fait pareil avec ses propres enfants, que ce que la jument fait avec ses poulains et qu'elle se dit: «Mais au fond, mes enfants, ils ont 30 ans, peut-être je peux les laisser vivre leur vie, peut-être je peux me détendre un peu, peut-être c'est pas grave si je les ai pas tous les jours au téléphone», tout ça. Donc la personne va progresser parce qu'elle aura, reconnu que ce qui la choque chez son animal, c'est des choses qui font partie d'elle. Eh bien, l'animal va pas forcément changer de comportement, mais la personne va changer de regard sur son animal et du coup, ce qui, à ses yeux, était un problème, ne le sera plus, en fait. Mon animal, il est comme ça, mais comme j'ai identifié que, ce qui me dérange chez lui, c'est quelque chose qui m'appartient à moi, ben, en fait, je m'occupe du fait que ça me dérange chez moi, parce que finalement, c'est surtout ça, si ça me dérange chez l'animal, dans ces cas-là, c'est que ça me dérange chez nous. Et du coup, eh bien, c'est pas grave. Je vais, laisser l'animal comme il est, parce que je respecte le fait qu'il ait sa propre, manière d'être. Mais comme je m'occupe de moi, bah, j'ai plus besoin de voir que c'est un problème chez lui. Et l'animal miroir, en fait, tout aussi longtemps qu'il sera présent dans notre vie, il va nous montrer parce que parfois c'est des aspects de notre personnalité qu'on peut pas changer. Moi, je vais vous donner un exemple personnel. J'ai une nouvelle chienne dans ma vie qui est arrivée il y a un an, s'est imposée il y a un an. Et en fait, cette chienne, du coup, je travaille avec elle au troupeau, donc avec, les brebis pour l'instant, parce qu'après elle va travailler avec des chèvres. Et donc quand un chien, travaille avec un troupeau, il faut qu'il s'impose, vis-à-vis du troupeau pour faire bouger, les brebis, pour faire bouger les chèvres et cetera. Et cette chienne, elle est trop délicate. Alors trop délicate, je mets des guillemets, c'est-à-dire que, la plupart des chiens sont très excités, sont très bourrins, ils vont tendance à
à foncer dans les bêtes, à les mordre et donc en général, ce qu'il faut gérer, c'est l'excès d'enthousiasme chez le chien et le fait que le chien ne respecte pas la brebis ou la chèvre et donc il faut lui apprendre à la respecter. Et ma chienne, elle est trop respectueuse et comme elle est trop respectueuse parfois, elle lâche du terrain là où c'est la brebis qui doit lâcher du terrain. Et bien moi, je suis comme ça et vraiment. Du coup, quand je vois ma chienne, que je l'emmène au dressage et que le dresseur me dit: «Charlotte, ta chienne, elle est trop respectueuse, elle est trop délicate, parfois il faut savoir rentrer un peu dans les gens et les bousculer». Eh bien, je me dis: «Bah oui, évidemment», parce qu'en fait, moi c'est pareil et donc je vois bien qu'il y a des fois, il faudrait que les personnes soient plus fermes, plus carrées, que je les bouscule et puis tant pis après ils vont s'en remettre. Sauf que je suis délicate, j'ai peur de faire du mal, j'ai pas envie de voilà et donc voilà, bon, donc je vois que ma chienne est comme ça. Quand, le dresseur, il me dit: «Elle est trop délicate», ça me fait sourire parce que bon, bah, oui, moi je vois bien que c'est pareil. Mais du coup, l'avantage, c'est que comme je m'en occupe chez moi-même, c'est-à-dire que des fois je conscientise que là, je peux être un peu plus ferme et que du coup je le fais, et bien je sais qu'est-ce que ça demande de réussir quand on est quelqu'un d'un peu, trop respectueux ou trop délicat de se dépasser pour, à un moment donné mettre une limite franche et du coup, avec ma chienne, ben, je peux l'aider dans le travail avec les animaux quand elle y arrive pas et du coup, quand je vois qu'elle y arrive malgré tout et bien moi ça m'inspire parce que je repense à elle et je me dis: «Bon allez vas-y, elle a fait l'effort l'autre jour, de se dépasser pour s'imposer, donc toi tu vas y arriver aujourd'hui», hein. Donc la relation miroir, ça peut aussi être un moyen de s'entraider l'animal et l'humain pour, avancer ensemble sur la même difficulté en fait, la même problématique. Mais c'est pas du tout, ce qu'on croit parce que parfois dans la relation miroir, on se dit, «L'animal porte quelque chose qu'il ne devrait pas porter» et du coup, c'est culpabilisant pour l'humain parce qu'on se dit: «Mais si ton chien est comme ça, c'est parce que toi tu lui fais porter». Mais en fait non, c'est juste, que c'est pas par hasard qu'on s'est rencontrés et qu'en fait, ça peut être une ressource pour avancer ensemble. Alors un autre niveau de guidance qui est vachement moins sympa, c'est le la force des contraires, et là, je dis: «C'est vachement moins sympa» parce qu'en fait, c'est vraiment, l'animal qui nous donne du fil à retordre, en fait. C'est-à-dire que là, on est tellement différents que c'est très compliqué de trouver des espaces de connexion où les 2 sont bien. Ça arrive aussi. Et donc en fait, ces animaux nous invitent, inconsciemment bien sûr, à nous dépasser tout le temps et à explorer, des parties de nous qu'on n'explore jamais. Parce que d'une certaine manière, on peut considérer que même si on a des tendances, on a tout en nous. Et donc en fait, quelqu'un de, hem, voilà, quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui s'amuse et cetera, qui serait avec un animal, très calme, ou très, où il faut être très posé, très délicat justement, pas faire de gestes, pas rire, pas de brusquerie. Bah, cette personne, si elle veut rencontrer son animal, parce que si on est ensemble, il y a pas de hasard, mais c'est aussi parce qu'il y a une relation, va devoir passer de son côté très dynamique, très à rire, très spontané et cetera, à plus, d'intériorité, plus de douceur, plus de calme, tout ça. Hem et donc on est obligé de développer une facette qui est contraire à notre tendance naturelle pour accéder à l'autre, mais du coup, ça nous permet de découvrir des ressources en nous qu'on n'aurait jamais découvert sinon. Parce que c'est vrai que si dans la relation, vous n'êtes entouré que de personnes qui sont comme vous, à un moment donné, bah, c'est très chouette, mais ça permet pas de progresser non plus. Et donc forcément, ben, l'animal, il peut être là pour, nous bousculer là-dedans et nous inviter à, découvrir d'autres aspects de nous-mêmes. Et enfin, l'animal peut aussi jouer un certain rôle, hem et parfois c'est très troublant parce que un animal peut avoir, un rôle de parent vis-à-vis de son gardien, il peut avoir un rôle d'enfant, il peut avoir un rôle de frère, un rôle de sœur. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose, de pathologique
chez l'humain et c'est pas forcément quelque chose d'insupportable pour l'animal. Parfois, c'est vraiment, la place qu'il a dans la dynamique relationnelle ou dans la dynamique familiale. Et encore une fois, quand l'animal joue un certain rôle, parce qu'à un moment donné, on n'est pas prêt à vivre, l'initiation que la vie nous a réservée à ce moment-là. L'animal vient jouer le rôle jusqu'à ce qu'on soit prêt et en général, quand on est prêt, l'animal décède. Là, j'ai eu un exemple assez fou comme ça d'un chat, qui est décédé du coup très, très vieux. Donc ce chat, a été offert d'une mère à sa fille, le jour où la mère s'est suicidée. Donc elle a offert un chaton à sa fille et puis elle est allée se suicider sur l'autoroute. Et du coup cette gamine, elle a grandi avec son chat. Et cette mère, elle avait, émis le souhait, enfin voilà, pendant le temps qu'elle a passé avec sa fille, elle avait toujours insisté sur le fait qu'il fallait, faire des études et aller au bout, au moins de 5 ans d'études universitaires. C'était vraiment l'objectif. Et du coup, le chat, il a accompagné la gamine pendant la fin de son enfance, toute son adolescence et ses 5 ans d'études universitaires. Donc ça a fait une très longue vie pour le chat. Donc c'est une chatte qui a vécu, bah, du coup, ouais, presque, enfin, en plus, elle était déjà adulte quand elle a été offerte, à la gamine, donc elle est morte à 18 ans à peu près. Hem et du coup, la chatte, à chaque fois que la gamine faisait ses devoirs, elle était avec elle pour faire ses devoirs, pendant toutes les années de scolarité de la fille, quoi. Et le jour où la jeune femme a passé son dernier examen, à l'université, le chat s'est levé de sa chaise, a traversé le jardin et est allé se faire faucher par la faucheuse qui coupait l'herbe pour faire du foin. Et en fait, la mère de la gamine, elle est décédée sur l'autoroute, mais elle s'est accidentée avec un véhicule qui transportait une, machine agricole et c'était une faucheuse. Donc le chat est allé se mettre sous la faucheuse et la mère de la fille, des années plus tôt, s'était mise sous la faucheuse. Alors évidemment, pour la fille, devenue femme, elle avait donc 23 ans, ça a été, donc de perdre son chat, ça a été, l'effondrement, total. Alors le chat était âgé, elle savait comment que le chat allait décéder. Le chat est mort, de la même manière que sa mère, des années plus tôt et en fait, ça a été pour cette jeune femme l'occasion de, traverser, tout ce que ça représentait pour elle d'avoir perdu sa mère. Parce qu'à l'époque où c'est arrivé, elle était trop jeune, en fait. Elle a pas du tout digéré, le suicide de sa mère et en fait, du coup, ben, ça a été la porte, enfin voilà, donc elle a eu l'état émotionnel, elle a somatisé, elle a cancérisé, ça a duré 3 ans et puis elle a eu fini son process, on va dire, d'avoir perdu sa mère, tout ça. Aujourd'hui, elle va très bien. Mais donc là, c'est le typiquement le chat joue le rôle de maman par rapport à cette humaine, parce que, bah, cette fille, elle a besoin d'une mère, en fait. Et du coup, elle a pu se construire avec ce chat à ses côtés et aller jusqu'au bout de ce que sa mère attendait d'elle, parce que le chat était là pour jouer ce rôle, vis-à-vis de la jeune fille. Et donc quelque part, à ce moment-là, l'animal, il est présent pour nous permettre d'avancer quand même ou de se construire jusqu'au moment où on est prêt à traverser la turbulente, en fait. Parce qu'il y a des fois, il y a des situations de vie, quand ça arrive, on n'a pas les ressources pour les traverser et si on n'a pas les ressources pour les traverser, heureusement, on a un système, nerveux qui est très bien fait pour ça. Il y a tout ce qu'il faut de déni, de blackout, de tout ce qu'il faut pour pas le traverser à ce moment-là. L'animal nous stabilise et puis à un moment donné, l'animal décède et c'est là que tout, nous pète au visage et c'est là que l'initiation a lieu, en fait, hein. Mais ça aurait pas été possible s'il y avait pas eu l'animal. C'est ça aussi qui est important, c'est qu'en fait, admettons cette fille, elle perd sa maman, elle a pas d'animaux, elle, reste dans le déni, tout ça et là, il faut des circonstances extérieures qui la bousculent, autres évidemment que la perte de l'animal, mais il y aura peut-être pas eu la possibilité de se construire pendant, 18 ans, comme elle s'est construite. Parce qu'en fait, pendant 18 ans, elle a eu sa mère, hein. Sa mère chat, mais elle a eu sa mère.
Et ça, c'est là où c'est important et où c'est un immense, cadeau, en fait, de la part de l'animal. Alors, c'est pas forcément des choses conscientes. Alors chez cette chatte, c'était conscient. C'est-à-dire que, en fait, je l'ai eu en elle me l'a expliqué en communication animale, des années avant de mourir et des années avant de mourir, elle m'a montré qu'elle allait mourir fauchée par une faucheuse à foin et c'est là où on m'a dit: «Bah oui, mais la maman de la fille, elle est décédée comme ça», tout ça. Et donc là, le chat était conscient, mais c'est quand même pas toujours, le cas, en fait, hein, la plupart du temps, l'animal, il le fait pas de manière, volontaire. Et encore là, cette chatte, elle était consciente, mais elle l'a pas fait de manière volontaire puisque bon, elle a été offerte, à l'enfant, quoi. Elle s'est pas dit: «Ah beh, je fais exprès de me faire adopter pour» voilà, en fait, la dame, elle a trouvé un chat dans la rue, elle l'a donné à sa fille, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Mais disons que c'est possible, ce genre d'accompagnement aussi de l'animal, vis-à-vis de l'humain. Et alors après, il y a un niveau où, l'animal peut guider de manière consciente l'humain et donc c'est là où je parle de guide initiateur, c'est-à-dire que l'animal a déjà fait un chemin et il est prêt à le partager avec l'humain, consciemment ou alors il sur un niveau parfois plus subtil, mais même sur un niveau très, très terre à terre, très pragmatique, ça va être, le cheval qui rencontre, sa gardienne ou son gardien et qui sait que la personne en face ne connaît rien aux chevaux et qui se dit: «Moi, je vais lui apprendre tout ce qu'il faut savoir sur un cheval», par exemple. C'est des choses que j'ai déjà eues aussi en communication animale et parfois c'est sur un plan, plus subtil parce que certains animaux et c'est indépendant de l'espèce, peuvent être, quelque part plus éveillés que d'autres et parfois un peu plus éveillés que l'humain avec qui il vit parce que il y a une différence entre la manière de penser animale et la manière de penser humain. C'est clair que les animaux n'ayant pas de cortex préfrontal, enfin la grande majorité des espèces animales n'en ont pas, ils ont pas la possibilité, d'anticiper, de se projeter et de faire des choses à dessein en plusieurs étapes. Mais ils ont quand même une pensée, ils ont quand même une intelligence, ils ont quand même une réflexion, différente de la nôtre certes. Seulement, pour tout ce qui concerne, l'expérience spirituelle qui pour moi n'est pas quelque chose de mental, qui n'est pas de l'ordre de la philosophie ou de la pensée, mais qui est plutôt vraiment de l'ordre du vécu, bah, certains animaux peuvent, avoir une longueur d'avance par rapport aux humains avec qui ils vivent et du coup, bah, leur partager en fait. Alors à travers la relation évidemment et donc là on a effectivement un animal qui est un guide, conscient. Il le fait de façon, voilà, engagée. Ah donc ça, c'est toutes les possibilités qu'il y a avec Animal et compagnie, mais vous avez remarqué qu'en fait, la plupart du temps, c'est pas forcément conscient chez l'animal et c'est important parce que, ça évite de se dire: «Ah bah, parce que si c'était conscient chez l'animal, parfois ça serait lourd à porter, en fait. Alors moi, je dis que c'est pas conscient chez l'animal parce que juste, je le constate quand je parle avec les animaux, hein. C'est du fait que j'ai leur retour à eux directement, j'arrive quand même plus ou moins à mesurer là où ils sont lucides ou pas sur ce qui se passe. Alors le chat dont j'ai pris l'exemple était lucide et conscient, mais c'est vraiment pas toujours le cas. Et la question de, est-ce qu'un animal peut prendre, la douleur physique de son humain? Bah, c'est non. C'est plutôt la question des résonances, de l'entrée en résonance. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être pas de hasard si tel animal fait telle pathologie par rapport au fait qu'il est lié à tel humain qui a la même pathologie, mais c'est pas dans le sens l'animal prend la maladie de son humain, c'est plutôt dans le sens où puisqu'on est en résonance tous les 2, bah, forcément on a les mêmes mots, en fait, hein, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, un autre niveau de guidance qui peut être un lien entre un animal décédé et son humain, qui reste, heu, sur terre. Alors, il y a différentes, manières aussi d'être guidé par l'animal qui est décédé. Hem Bon, déjà le fait de faire un deuil en soi, en fait. Là, en l'occurrence, qu'on considère qu'on peut avoir un contact avec un animal décédé ou pas, il n'empêche que quand vous perdez un animal, vous vivez un deuil et le deuil, c'est forcément toujours une, grande initiation, de toute façon, puisque lorsque un proche décède, il y a forcément une partie de nous qui décède et lorsque c'est quelqu'un qui n'est pas très proche,
c'est quand même une expérience par laquelle on est, confronté, soit à sa propre mort, parce qu'on la voit chez l'autre. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui est initiatique. Mais en fait, vous pouvez aussi, à l'occasion du deuil d'un animal ou d'un proche, vous retrouver dans un état où vous êtes tout d'un coup, beaucoup plus sensible, beaucoup plus mais donc sensible, bon, dans l'émotion et tout, c'est sûr, mais aussi sensible dans la perception et parfois sensible dans la compréhension des choses. Ça peut être des moments où on a des vraies intuitions, on a tout d'un coup des éclairs de lucidité. Le moment de la perte d'un proche, voilà, on est vraiment dans quelque chose, d'assez particulier, où tout d'un coup, on peut du coup faire des expériences de communication avec les animaux sans avoir été, préalable initié. On peut faire, du coup, des expériences d'échange avec la personne qui est décédée, qu'elle soit humaine ou animale, même si on n'est pas du tout dans cette, pratique habituellement, même si c'est contre nos croyances, hein, c'est des choses qui peuvent se passer. Et donc, le décès d'un animal, ça peut nous amener à modifier la vision que l'on a de la mort, en général aussi. Alors, dans un certain nombre, de cas, l'animal peut rester en lien avec l'humain qui est vivant. Hem, Parfois, c'est parce que l'animal n'a pas terminé tout à fait l'accompagnement, qu'il avait prévu. Alors, prévu de manière consciente ou inconsciente, hein, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a un décès, si vous communiquez avec la part décédée, l'animal qui est décédé, il peut y avoir une vraie bascule. C'est-à-dire, on n'est plus du tout avec, le petit minou qu'on connaissait, hein. Parfois, on accède à, un aspect de l'être qui est plus, plus fondamental, en fait et du coup, ça va aussi changer les perspectives. C'est-à-dire quelque chose que l'animal vivait inconsciemment quand il était en vie, ça peut passer dans le champ, on va dire conscient, quand il est décédé. C'est pour ça que je dis continuer sa mission de vie. La plupart des animaux n'ont pas de mission de vie et ne savent pas pourquoi ils sont là et ne se posent même pas la question de savoir pourquoi ils sont là. Et si vous parlez avec un animal décédé, rétrospectivement, il peut vous dire: «Ben moi, j'étais dans la vie de cette personne pour jouer le rôle de sa mère. Elle est pas prête à se passer de maman pour le moment, donc je continue d'accompagner, mais sur un plan, subtil». Voilà, par exemple. Alors dans ces moments-là, du coup, et bien, vous allez avoir une communication avec l'animal qui est décédé et vous pouvez enfin, c'est plutôt l'humain qui est lié avec cet animal décédé qui va vivre la communication. C'est pas forcément en faisant appel à un communicant animalier. Parce que, bon, moi, on m'appelle régulièrement pour des animaux décédés, 9 fois sur 10, c'est pas utile. Ni pour l'animal, ni pour la personne. Enfin, la personne, ça la rassure, mais pour l'animal, c'est pas utile. Par contre, dans certains cas, l'animal a décidé qu'il fallait qu'il reste en contact avec, l'humain et à ce moment-là, il va se manifester auprès de l'humain, soit à travers les rêves, donc là, vous rêvez que vous communiquez avec votre animal, soit à travers des sensations, donc on ça peut être très troublant, hein, c'est-à-dire, j'ai entendu mon chat miauler, je l'ai vu assis à la fenêtre, je suis persuadée d'avoir, entendu qu'il grattait dans sa litière. Voilà, c'est vraiment, des informations sensorielles qui attestent de sa présence alors qu'il est plus là. Alors on peut se dire: «Ah bah oui, mais quand on est triste les premiers jours», sauf que quand ça dure pendant des années, c'est pas juste la tristesse des premiers jours, hein. C'est pas forcément en lien avec le fait de faire le deuil, c'est plutôt parce que c'est une manière que vous avez de percevoir que cet animal est toujours connecté. Et si vous connaissez un peu la communication animale, mais vous savez que de toute façon les messages des animaux, on les reçoit à travers les 5 sens. Donc à travers des sensations, des perceptions, peuvent être des perceptions auditives ou olfactives et donc forcément, c'est finalement une manière de recevoir le message de l'animal qui est décédé aussi. Alors ça peut se faire aussi à travers des prises de conscience comme des intuitions ou, finalement en étant avec ou à travers les autres animaux de la maison aussi. Alors ça, c'est assez particulier, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs animaux, tout d'un coup, il y en a un qui est vivant, qui change radicalement de comportement et qui adopte le comportement de l'animal décédé, mais totalement.
jusqu'à des petits détails, des goûts alimentaires, des habitudes, voilà. C'est vraiment comme si, l'animal décédé avait juste changé de corps. Et en fait, c'est une manière, alors parfois, l'animal vivant est conscient, parfois il en est pas conscient. Pareil, parfois il me dit: «Bah oui, je change de comportement parce que l'autre m'a demandé de le faire», donc comme s'il savait que enfin voilà, il est conscient qu'il y a un échange avec le défunt. Parfois c'est lourd à porter pour l'animal qui est vivant et parfois l'animal vivant, percute pas du tout, que ça a un rapport avec le décès de l'autre, il s'est juste mis à avoir ce comportement, mais il a pas de conscience là-dessus. Et c'est vrai que parfois en communiquant avec l'animal qui est en vie, on peut se rendre compte que c'est l'animal décédé qui s'exprime. Et après il peut y avoir des manifestations, et là j'en ai plein des témoignages comme ça, donc par exemple une tache qui apparaît sur un meuble et qui a la forme de l'animal qui est décédé, des choses comme ça. Ou vous recevez un cadeau et en fait, c'est pratiquement le portrait de votre animal, alors que les personnes ne savent pas que vous avez perdu un animal, voilà, ça peut être, assez troublant. Et alors du coup, dans cette relation-là, en fait, ça va beaucoup dépendre de ce que l'humain a besoin de traverser à ce moment-là, hein, parce que donc sur la relation avec l'animal de compagnie, j'ai pu vous donner des applications très concrètes, en fait. Là, c'est vraiment, du cas par cas. Enfin, là, j'ai eu un chat qui m'expliquait qu'il restait parce que, il y avait encore quelque chose qui se passait entre le papa du monsieur qui était décédé et le monsieur. Donc le chat me montrait ce qu'il voyait du côté des morts, comme ça que le monsieur a pu reconnaître que c'était son papa. Donc là, bon, beh, très bien, le chat, il reste pour faire un peu, barrage, bouclier, protection. Du coup, bah, les gens ont appelé un médium pour faire progresser le monsieur qui était décédé. Parfois, c'est, un lien entre, par exemple, l'enfant qui est resté, les parents qui sont partis et c'est l'animal qui fait le lien, qui va communiquer avec l'enfant. Enfin, ou l'enfant ou l'adulte qui a perdu ses parents. Voilà, ça peut être aussi, la personne elle a un projet et elle a besoin d'encouragement. Du coup, c'est des trucs qui vont ponctuer son avancée. Il y a une avancée dans le projet et il y a un truc qui lui rappelle son animal et donc en fait, ça fait comme des petits signes qui disent: «Oui, oui, c'est bon, avance par là». Et du coup, si dans ce projet, la personne elle est perdue, elle sait pas si elle doit aller à droite ou à gauche, il y a un truc qui lui fait penser à son animal, qui lui donne la direction. Ça peut être des voilà, des guides de cette manière. Donc ça, c'est vraiment, selon, ce qui se passe ou alors dans les histoires des rôles, ben, en fait, le moment où l'animal décède, la personne n'arrive toujours pas à gérer la situation, c'est trop violent, donc du coup, c'est en attendant qu'un autre animal arrive pour continuer le chemin avec cette personne, voilà. C'est vraiment très, très varié. Hem et parfois, c'est des propositions, d'ordre vraiment spirituel parce que l'animal décédé propose à l'humain un chemin initiatique qui permette à cette personne, en fait, de découvrir, sa propre spiritualité. C'est pas toujours que sur des choses, qui sont très factuelles, mais bon après ça va dans le sens quand même a priori positif de, l'épanouissement de la personne, évidemment. Alors le 3e niveau, dernier niveau de guidance, donc on va parler des animaux, totems. Alors de quoi parle-t-on quand on parle d'animal totem? Donc en fait, on parle de quelque chose qui n'est pas incarné, qui pourrait être, l'inconscient collectif d'une espèce. Donc on parle de l'âme groupe d'espèces. Donc on va parler avec l'âme groupe des éléphants, l'âme groupe des baleines, l'âme groupe des abeilles, l'âme groupe des fourmis. Et ou l'inconscient collectif des abeilles, des fourmis. En fait, c'est l'inconscient collectif, on pourrait se dire, ce sont toutes les informations qui concernent cette espèce animale-là depuis que cette espèce animale-là existe. En même temps, les animaux totems ou l'âme groupe ou l'inconscient collectif d'une espèce, ça peut aussi nous renvoyer à la notion d'archétype. Alors, c'est vrai que, quand on observe les animaux qui nous entourent, bah, il y a pas 36 manières d'être un renard, il y a pas 36 manières d'être un aigle, il y a pas 36 manières d'être, une poule ou d'être, une fourmi. Heu, Toutes les manifestations, toutes les incarnations en fourmi, en abeille, en lièvre, voilà, elles vont toutes avoir les mêmes comportements, les mêmes besoins, les mêmes mœurs, les mêmes quêtes, heu, dans le temps.
C'est-à-dire qu'il y a une évolution, mais qui est très lente. C'est cette évolution très lente, qui est une évolution du coup biologique, physiologique. Elle dépend beaucoup de la Terre, en fait, de l'état de notre planète, de son atmosphère, de la tectonique des plaques, du relief, de la température, tout ça. Et nous, on n'est plus là-dedans, en fait, hein. Il y a quand même une séparation qui a eu lieu à un moment donné, puisque l'humain n'est plus tellement soumis à, son environnement parce qu'en fait, il crée son propre environnement, hein. On humanise les espaces où on veut s'installer, à une échelle qui devient, très, critique aujourd'hui, inquiétante même, puisqu'en fait, au point où on laisse pas tellement de place aux autres, espèces d'être elles-mêmes et en fait, il y a plein de versions de l'humain. Si vous observez l'humain, il y a plein de manières, humaines de vivre, il y a plein de manières, humaines, d'agir, d'aimer, d'être parent, voilà. À travers l'histoire, c'est très, très différent. Si vous vous intéressez un petit peu à l'anthropologie, à la paléontologie, à la paléoanthropologie, c'est assez impressionnant tous les concepts, qui ont pu régir les différentes sociétés humaines, depuis la préhistoire. Et donc face à cette infinité de possibilités au sein d'une même espèce qui est l'espèce humaine, et bien, les espèces animales qui sont très, normotypées peuvent être comme des archétypes, en fait. Donc des archétypes, au sens où on pourrait retrouver des aspects de nous dans chacune de ces espèces animales ou on pourrait dire ça à l'inverse, retrouver en nous toutes les espèces animales, au sens des archétypes. Donc en fait, on peut voir l'animal totem comme quelque chose qui est à l'extérieur, donc qui a un esprit, que l'on rencontre quand il est incarné dans un corps, sous la forme d'une fourmi, d'un lémurien, d'un dauphin, voilà. Ou comme, des informations qui sont en nous, puisqu'en fait ça fait partie de notre propre inconscient, ça fait partie aussi de l'inconscient universel et que du coup on peut rencontrer en nous. Et du coup finalement, c'est, une relation miroir entre notre réalité intérieure d'être humain et puis la réalité que l'on perçoit à l'extérieur. Sachant que bon, ce que l'on dit quand même, c'est que ce que l'on perçoit à l'extérieur, c'est le reflet de ce que l'on a à l'intérieur. Et donc c'est là où se situe cette rencontre, avec le totem. Et donc dans de nombreuses traditions, il y a cette notion de totem. Alors ça réfère surtout à des traditions qui sont animistes. Donc la vision animiste de la vie, c'est de reconnaître que tout ce qui prend forme autour de moi est forcément habité par un esprit. Et cet esprit est forcément très puissant. Et donc moi, en tant que petit humain qui fait partie de cette nature qui du coup n'existe pas, puisque je suis dedans, eh bien je vais, respecter ces esprits qui sont puissants pour éviter que leur incarnation ne me cause du tort, hein. Parce que si on se remet dans une perspective d'animal, dans son environnement naturel, qui peut être hostile, ben, on se dit: «J'ai pas intérêt à me fâcher avec l'éléphant», parce qu'en fait, l'éléphant, ça reste quand même, un des animaux de la savane les plus, dangereux pour l'homme. Parce que si je me fâche avec l'éléphant, bah, il charge et puis moi, je me retrouve 6 pieds sous terre. Donc en fait, je vais négocier avec l'esprit de l'éléphant pour que ça se passe bien. Du coup, on va rencontrer cet esprit pour savoir, comment on fait pour, vivre ensemble et que lui ne tue pas mes petits et ne me tue pas et que moi je ne tue pas ses petits, je le tue pas ou si je tue ses petits, c'est parce que j'ai le droit, parce qu'en fait je les mange et du coup ça doit être OK avec l'esprit, en fait, hein. Donc ça c'est des concepts, humains qui sont, antérieurs à l'histoire, donc qui sont préhistoriques, puisqu'après une fois qu'on développe, on se sédentarise et puis qu'on développe, des moyens de communication, des moyens de commercialisation et cetera, bah, petit à petit, on s'est éloigné évidemment de cette vision du monde. Même s'il y a encore des peuples aujourd'hui qui vivent selon ces concepts-là, mais ils sont plutôt, rares maintenant. Et donc voilà, d'où ça vient en fait, cette histoire de totem et à la fois, du coup, il y a quand même une réalité
manifestement, spirituel à ça puisque, ben, effectivement, dans les faits, dans la rencontre avec ces totems, bon, ben, les messages qui ressortent, en fait, nous parlent d'un plan non incarné dans lequel il faut que les choses soient en harmonie pour que ça se passe bien dans le plan incarné, en fait, tout simplement. Comme s'il y avait effectivement, heu, c'est pas tout à fait délirant cette vision, animiste finalement des choses. Hem et de se dire que finalement, ben, l'harmonie, elle doit se retrouver sur les 2 plans, en même temps. Alors qu'est-ce que ça amène de rencontrer son animal totem? Vraiment, eh bien, soit vous vivez une initiation qui est désagréable, parce que figurez-vous que notre animal totem, c'est pas toujours celui qu'on aime et avec, qui on a envie d'être. Parfois, c'est précisément l'espèce animale qui nous fait peur ou, qu'on a toujours, détestée. Du coup, à ce moment-là, c'est un sacré challenge de l'accepter et heureusement, il y a pas, un seul totem, en fait, que potentiellement, tous les humains peuvent être, inspirés ou guidés par toutes les espèces, animales, ou les archétypes qu'elles représentent. C'est juste qu'à un moment donné, sur votre chemin de vie, ben, il y a quelque chose qui s'impose, à vous, d'être plutôt en relation avec cette espèce-là, par rapport à ce qu'elle va vous apporter comme, énergie et comme mode de fonctionnement. Parce qu'effectivement, si on vit les situations comme une tortue, qu'on agit comme une tortue dans une situation, bah, on va pas faire la même chose que si on agit, comme un opossum et ça va être encore différent que si on agit, comme un puma. Hein. Donc je vais vous donner, 2-3 exemples. La tortue, ben, du coup, elle a une carapace, donc on imagine facilement la tortue qui se met dans sa carapace quand il y a un danger. Mais c'est aussi qu'en fait, la carapace lui permet de décider d'aller tout droit. Et si, tout droit, ben, il y a, un meuble de 50 kilos, elle le contourne pas, elle le déplace et elle passe. Alors c'est assez drôle parce que la tortue, mon totem, je me suis retrouvée dans des situations avec des tortues, mais des trucs, complètement improbables. Notamment un jour, je vais donner une formation à Toulouse et donc la salle de séminaire, où je vais, elle est au moment où je visite, elle est nickel. Les murs sont peints, tout est frais, tout est propre, c'est nickel. 6 mois plus tard, j'arrive sur place, c'est dévasté et littéralement dévasté, hein. Il y avait le placo des murs était troué, le sol était, c'était comment on appelle ça? Un sol un peu du stratifié, il était défoncé le stratifié, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les tortues qui vivent sur le site, qui vivent dehors et qui avaient un site, d'hivernage, parce que du coup, c'est des tortues, heu, qui ont besoin d'être au chaud, l'hiver et qui ne font pas d'hivernation. Donc en fait, il y avait plus d'électricité, donc elles ont dû rentrer à l'intérieur pour être au chaud. Alors on avait une tortue de 25 kilogrammes et une tortue de 35 kilogrammes, des gros animaux. Et ben, en fait, j'ai bien compris en les voyant, ce que c'est la tortue parce que c'est un animal qui est un peu psychorigide, il aime pas quand il y a des nouvelles affaires dans son environnement. Donc dès qu'on déposait quelque chose, il fallait que ça dégage. Et la tortue, quand elle veut passer entre un canapé et un fauteuil et qu'il y a 10 centimètres pour passer et qu'en fait sa carapace, elle fait 60 centimètres de large, eh bien elle passe quand même. C'est-à-dire qu'elle, réussit à pousser les canapés avec les gens assis dans les canapés pour passer entre les 2. Et je me suis retrouvée dans une situation où pendant que je donnais la formation, il y en a une qui avait décidé de me déplacer. Donc elle s'est coincée dans ma chaise et elle m'a portée sur son dos et elle m'a déplacée dans la salle, quoi. Donc quand vous gérez une situation comme une tortue, c'est pas tellement que vous mettez votre tête dans la carapace. On imagine la carapace, tout ça, mais c'est pas un escargot non plus la tortue. C'est qu'en fait, vous foncez comme un bulldozer, lentement, mais sûrement. Et si vous gérez les situations, comme une gazelle, par exemple, eh bien, vous allez vite et vous évitez les problèmes, heu, par un tour de passe-passe. On évite l'obstacle et on va vite. Et si on gère une même situation comme un opossum, ben, on fait le mort, on attend que ça passe, hein. Du coup, selon l'animal qui se présente, ça peut nous inspirer sur la meilleure manière de gérer la situation à l'instant T. Ça, c'est quand vous travaillez avec votre animal totem au quotidien. Après parfois,
le totem, il arrive alors ça, c'est plutôt dans les stages. Le totem, il arrive en proposant de nettoyer une méchante blessure, en se disant: «Ben, moi, je suis là pour ça, on va passer 3 jours ensemble, ça va bien se passer, ça va être bien nettoyé». Donc parfois, c'est aussi des grandes épreuves, hem et cette rencontre, elle peut passer justement par, le fait d'avoir la difficulté. C'est-à-dire que c'est pas, «Tiens, j'ai une tortue donc en fait, j'ai la capacité d'avancer comme ça, innée. J'ai une tortue donc je dois apprendre à faire ça, donc ça va être difficile». Voilà, c'est pas forcément je le reçois tout de suite, hein. C'est pour ça que quand on rêve d'avoir des totems très charismatiques comme l'aigle par exemple, on se dit: «Ah bah c'est super, c'est puissant et tout, c'est le roi du ciel». Sauf qu'en fait non, c'est quand même un animal qui galère à voler, à apprendre à voler, qui galère à s'autonomiser. Du coup, les parents s'en occupent pendant, très, très, très longtemps et comme il s'autonomise pas, son apprentissage du vol, il le fait tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ses parents arrêtent de le nourrir et il attend, il attend, il attend, il attend et à un moment donné, bah, il y a rien qui arrive, donc il faut qu'il se jette dans le vide et comme les nids sont à quelques, 40-70 mètres de haut, bah, il a pas intérêt à se ramasser, en fait, quand il se jette dans le vide la première fois, mais il y a pas de parents pour lui apprendre à voler. Ça veut dire que la personne qui a un totem aigle, c'est pas cool, hein, le début dans la vie, quoi, hein. Parce que, c'est se jeter de haut, sans parents pour apprendre à voler, au risque de s'écraser en bas avec des prédateurs qui attendent pour le bouffer parce que c'est un jeune, tout ça, hein. Donc voilà, donc en fait, c'est aussi tout ça. Du coup, ça suppose aussi avec le temps, de découvrir aussi cet animal sur comment il vit dans son quotidien et donc en fait, s'en inspirer, en fait. Pour ça, ça permet de développer plus de complicité qu'une espèce, sauvage et il y a quelque chose d'assez, magique dans ces relations-là, c'est que, du coup, vous allez rencontrer cet animal, la plupart du temps dans votre vie, en vrai, à un moment donné, si c'est un totem qui est important pour vous. Donc moi, c'est la tortue, ben, à chaque fois donc je suis casanière, je voyage très peu et à chaque fois que je sors de chez moi, je rencontre des tortues dans des endroits où elles sont pas censées être. Donc par exemple des tortues des mers du sud, que je rencontre dans l'Atlantique et dans les mers, froides. Parce qu'en fait elle a dérivé, qu'elle s'est retrouvée là, que moi j'ai l'intuition qu'il faut absolument que j'aille à tel endroit et que je trouve la tortue quoi, hein. Ça se passe, vraiment comme ça. Ou donner une formation avec une tortue de 35 kilogrammes qui vous porte, sur son dos. Voilà, c'est des choses, qui se passent, parce que j'ai un lien avec cette espèce animale. Hem, ma compagne, elle a un lien avec les dauphins et dès qu'on met un pied quelque part sur une mer, on est sûr qu'il va y avoir des dauphins, hein. Donc souvent, il y a un truc qui se enfin, c'est une complicité. Alors après, bon, l'individu que vous rencontrez, il se dit pas: «Ah super, c'est Charlotte», mais n'empêche que dans notre, perspective d'humain, c'est assez magique parce que, on se dit: «Ah oui, c'est encore cet animal-là», ça valide qu'il y a un lien quelque part, subtil et ça se manifeste aussi matériellement. Et donc voilà et puis du coup, c'est finalement une relation très différente, de l'animal, qui peut être proche puisqu'en fait on l'a pas évidemment avec nous. Mais il y a quand même toujours, ces signes, ces clins d'œil, qui nous ramènent ce qu'on a vécu de façon plus subtile avec cet animal. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on vit quand on rencontre un totem? Bah, en fait, ça va être à travers des rêves. Ça peut être des rêves qui sont très, très forts et très, très marquants. Ça peut être à travers des communications. Alors, chez moi, ça s'est passé comme ça, donc je m'apprête à communiquer avec un animal et finalement, je me retrouve dans une expérience, d'être dans l'animal qui est en fait, une initiation pour, découvrir un totem. Ça peut être à travers des voyages au tambour, ça peut être à travers des relaxations aussi, des méditations. Dans lesquels on va toujours se sentir alors ça peut être aussi à travers, l'expression vocale ou l'expression corporelle, le fait d'être comme habité. Vous vous mettez à pousser les cris de votre animal alors que vous ne saviez pas que c'est comme ça que cet animal criait et que vous n'imaginiez pas que votre voix pouvait faire ce cri, par exemple. Ou le fait de se mettre à danser, en étant vraiment habité par, cette espèce animale-là et du coup à se mouvoir
dans ce voilà, de façon alors assez similaire ou en tout cas en étant inspiré, hein. Donc c'est quelque chose qui peut être, hyper fort comme vécu. Alors du coup, je vous avais dit tout à l'heure que je vous parlerais d'une baleine et donc, dans un stage de communication animale, nous avons, une orque qui s'est imposée à nous. Donc en fait, comment une orque s'impose dans un stage de communication animale? Donc on était à Clermont-Ferrand, il y avait clairement pas d'orque autour de nous. Eh bien, c'est que vous avez une personne qui s'attend à parler avec un chien et là, elle a pas un chien, elle a une orque qui se pointe et puis quand ça se présente plusieurs fois dans le groupe avec plusieurs personnes du groupe qui ne se sont pas concertées, ben, on se dit: «Ah oui, il y a une orque qui veut nous parler». Donc nous avons échangé avec une orque qui en fait était, une orque enfermée dans un, delphinarium et en fait ça a permis à il y avait une personne sur le site sur le lieu qui a participé à la conférence qui a initié suite à ça, toute une action, avec l'association Cétacés. Puisqu'en fait on a échangé avec cette orque qui nous a parlé de ses conditions de vie et puis surtout de ce qu'elle comprenait de l'humain et cetera. Puis c'était hyper intéressant, c'est une orque qui a d'après elle, mais on a fait une recherche, on sait c'est qui, mais je vous dis pas c'est qui. Elle nous a expliqué qu'elle faisait, il y a des scientifiques qui étudiaient ses capacités, intellectuelles, et qu'en fait, notamment, dans les exercices qu'on lui faisait faire, on essayait de voir si le oui et le non qu'elle fait dans son spectacle, c'est quelque chose qu'elle a conscience de produire. Est-ce qu'elle sait qu'un oui, c'est oui et qu'un non, c'est non? Ou est-ce que c'est juste la répétition, irréfléchie, d'un mouvement sans qu'il y ait un sens derrière? Donc elle, elle nous a partagé qu'évidemment qu'elle sait que oui, c'est oui, que non, c'est non. Et qu'en fait, voilà, le petit message, qu'elle nous a communiqué, qui s'est affiché à l'écran, alors c'est un message qu'on a mis en mots évidemment, puisque bon, du coup, tout le groupe a communiqué avec elle et c'était qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire. Donc en fait, on l'a formulé de cette manière-là pour que ça passe bien, quand on le dit à un humain, parce qu'en communication animale, le message ne passe pas en mots, il passe en perception, mais du coup, c'est une traduction de toutes les perceptions qu'elle nous a communiquées, cette orque et du coup, voilà, donc quand on a une connexion avec un animal, ben, en fait, donc en l'occurrence, c'est des baleines en général. Bon, alors on va dire alors que c'est un dauphin, mais bon, là, il fait partie des espèces avec qui je suis en connexion et ben, elle va se présenter, de différentes manières. Voilà. Donc la communication animale, c'est quelque chose qui s'apprend et l'animal totem, ben, vous pouvez le découvrir à travers des stages et des formations, hein. Donc là, pour communication animale, je vous ai dit au début qu'il y avait 2 formations. La formation courte pour apprendre à communiquer avec un animal, dans le but pour soi en fait, dans une pratique, personnelle et la formation longue dans le but de devenir un communicant animalier professionnel. Donc là, vous avez le programme plutôt de la formation courte qui du coup dure, 7 jours et qui apporte, à mon sens, toutes les bases qui permettent d'être autonome avec la communication animale et dans les stages animaux totems, là, c'est quelque chose qui est un peu particulier parce qu'en fait, le stage va avoir une durée qui est variable. Donc vous savez avant que ça commence, la durée du stage. Quand je le programme, j'ai une information de durée, ça peut être 2, 3, 4, 5 jours, ça dépend. J'ai fait à peu près toutes les durées. Enfin voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que je me dis: «Là, on va mettre un stage dans tel lieu», on met le stage et ensuite, je laisse faire, je fais pas de publicité sur ces stages, donc vous verrez, enfin, il y a un lien d'inscription sur mon site internet, mais je communique pas ouvertement le stage et finalement, les personnes s'inscrivent et souvent, bah, au dernier moment, il y en a qui s'ajoutent, il y en a qui partent. Et le groupe se constitue de manière très, spontanée et les jours qui précèdent le stage, je commence à recevoir moi des informations de la part des animaux qui vont participer au stage. Donc des animaux qui sont du coup des totems, donc qui sont des esprits d'espèces sauvages. Alors ça va être à travers, les rêves ou si je suis inspirée de prendre le tambour et de faire des voyages au tambour et cetera et et du coup, c'est un stage dans lequel à l'avance, je sais pas ce qu'on va faire.
Voilà, c'est complètement guidé par les espèces animales qui arrivent ici. Et alors quelquefois, le but c'est d'accompagner chaque personne vers elle-même. Parfois, le but c'est de se retrouver en binôme. Du coup, à ce moment-là, j'ai eu ça avec un groupe de 12 personnes. Là, il y avait, 2 dauphins, 2, 2, loups, 2, voilà, tout allait par 2, 2 pandas roux, et en fait, du coup, les personnes travaillaient en binôme, se retrouvaient associées par l'animal totem et en fait, il y avait pas de hasard sur la construction des binômes et ça leur permettait de cheminer sur leurs relations. J'en ai eu où c'était, ben, comme je vous expliquais tout à l'heure, ben, en fait, là, vous allez vous mettre sur le plan collectif, ça va pas du tout être des histoires personnelles. Donc la première étape, ça a été que le groupe qui était réuni, fasse collectif, comme une unité, puis ensuite qu'on soit, amenés avec différentes espèces animales qui s'adressaient du coup à tout le monde et qui étaient pas forcément le totem de une ou l'autre personne, à, en fait, à faire quelque part des prises de conscience qui peuvent être utiles pour l'humanité dans son ensemble, donc qui sont à partager ensuite à d'autres autour de soi. Donc voilà, c'est vraiment, très variable et on va être dans de l'expression corporelle ou du chant. Alors des fois, c'est que, à travers, la création, avec de la terre, du land art, des choses comme ça. La dernière fois, c'était qu'avec des sons. Heu, ça se fait, assez spontanément et en général, comme je sais tard de quoi j'ai besoin, j'ai pas l'occasion de m'organiser. C'est-à-dire qu'il y a eu un stage où il fallait que j'ai de l'eau et un instrument de musique que l'on peut jouer sous l'eau. Ça, c'est quand même balèze. Donc j'étais occupée de faire la route pour, me rendre sur le site quand j'ai eu ces informations, donc c'était trop tard pour, m'organiser. Je suis arrivée dans un lieu où il y avait une piscine et il y a un participant qui est venu avec un handpan en inox, donc qui pouvait être posé sur l'eau et en fait, quand il jouait de son handpan sur l'eau, ben, quand on était sous l'eau, on entendait les sons, en fait, sous l'eau. Hem et donc et en fait, c'était nécessaire parce qu'il y a eu, des animaux aquatiques et que les personnes qui avaient ces animaux-là devaient se retrouver sous l'eau pour vivre, les ce qu'elles avaient à libérer, en fait et donc ça se passe, vraiment, comme une sorte, de, d'alignement d'évidence comme ça, parce que ce sont effectivement, plutôt les totems qui sont présents, qui vont, gérer ce qui est occupé de se passer. Voilà. Alors du coup maintenant, bah, on est arrivé à la fin de ce moment de partage et je vais, du coup prendre un temps pour, toutes vos questions et je vois qu'il y en a quelques-unes. Alors il y a des commentaires surtout. Alors est-ce que l'animal totem est forcément un animal sauvage ou étranger ou est-ce que ça peut être un animal domestique vivant avec soi? Alors en fait, l'animal totem, hem, c'est un animal sauvage. Pourquoi? Bah, parce que l'animal domestique, c'est une espèce qui a évolué avec l'homme. Donc en fait, l'animal domestique nous a domestiqués et nous, nous l'avons domestiqué aussi, hein. C'est pas nous qui avons choisi que l'animal domestique allait être domestiqué, c'est une coévolution. Il y a des espèces que nous avons essayé de domestiquer intentionnellement, comme le zèbre par exemple, on n'a jamais réussi, parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus subtil la domestication, mais du coup, ce sont des espèces qui ont complètement évolué vers l'homme, et qui ont participé à faire ce qu'on est aujourd'hui et du coup, elles sont pas, en fait, si vous voulez, elles ont une partie de leur inconscient collectif qui est en lien avec une espèce sauvage. Donc le chien, il est forcément connecté au loup, le chat, il est forcément connecté au chat sauvage, la vache, elle est forcément, connectée au buffle ou au bison, vous voyez, c'est un alors parfois l'animal domestique, il est un lien entre, l'animal, totem, qui est le nôtre, parce que parfois c'est difficile pour une personne, d'être tout de suite en contact avec la partie sauvage et du coup elle a une étape en fait qui est, l'animal domestique ou l'animal de compagnie. Alors c'est assez curieux, hein, j'ai eu un agriculteur, bah, qui élève des vaches et du coup, lui, très naturellement, c'est un immense bison qui s'est présenté à lui, et donc en fait, alors lui, il a des vaches, parce que ses parents avaient des vaches et il essaye de passer à autre chose et à chaque fois qu'il supprime les vaches, il y a des vaches qui reviennent dans sa vie. Il n'arrivait pas à sortir les vaches de sa vie et en fait, à un moment donné,
bah, voilà, c'est le bison, en fait. Et à partir du moment où il a commencé à être en relation avec le bison, bah, il a pu enlever les vaches de son exploitation agricole. Parce que bon, voilà, c'était pas forcément intéressant pour lui de garder des vaches dans son exploitation. Et donc en fait, bah, oui, tant que tu as pas capté que c'est un bison qui veut te rencontrer, bah, tu as besoin de vaches. Et puis une fois que les vaches, que le bison et le monsieur se sont rencontrés, eh bien les vaches, elles ont plus lieu d'être dans sa vie parce que, le but n'était pas d'être en relation avec les vaches, mais avec, le bison. Hein, donc a priori, oui, c'est toujours un animal, qui est sauvage. Après ça peut être un végétal aussi, seulement moi dans mon incarnation, c'est l'animal. Donc forcément, je vais toujours accompagner les gens à entrer en relation avec des animaux et pas avec des végétaux, même si évidemment on peut, tout à fait avoir des échanges très riches comme ça avec les végétaux aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, du coup, dans la discussion, ben, j'ai deux trois petits messages, mais j'ai pas vraiment de questions. Alors hésitez pas, du coup. Et puisqu'elles sont pas écrites, vous pouvez prendre le micro, en fait, c'est vous qui gérez le. Après, faut pas vous forcer, hein. S'il y a pas de questions, il y a pas de questions. Bon, ah bah, écoutez, alors s'il y a pas de questions, moi je vais mettre fin à cette conférence. J'espère que ça vous a inspiré, que ça a répondu, aux questions que vous vous posiez, initialement sur, bah, les différentes façons, qu'ont les animaux de nous guider, de nous accompagner. Je vais vous envoyer un petit mail avec un replay de la conférence. Alors il y avait beaucoup, beaucoup d'inscrits, vous étiez pas beaucoup de participants, donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu des indisponibilités, je vais dire. Donc voilà, vous allez, ce soir, je vais pas le faire parce que j'ai encore un rendez-vous après, la conférence, mais demain, probablement, je vous enverrai du coup, le replay. C'est une info que vous pouvez du coup partager avec vos amis, votre entourage, sans souci. C'est gratuit, faites circuler. Et alors, si je peux, moi, faire, c'est pas tout à fait une question, mais c'est plutôt une remarque, juste avant que tu clôtures, Charlotte. Moi, je suis toujours émerveillée par la puissance de l'initiation des messages des animaux, Oui, tout ce que tu as partagé dans les relations, et peu importe que ce soit conscient ou inconscient, en fait, la raison pour laquelle tel ou tel animal est présent dans notre vie, je trouve toujours ça incroyable. Je suis émerveillée. Il y a un côté phénoménal, admiratif de ce que les animaux peuvent nous faire découvrir sur mmh, nous-mêmes ou autre chose, voilà, pour aller plus loin. C'est extraordinaire. tout à fait. Alors il y a un niveau, dont j'ai pas parlé, mais tu m'inspires là avec ton retour, Claire, c'est, en fait, l'animal, il nous invite à, parfois aller à de la simplicité, à de l'essentiel, à du temps présent et le fait qu'il ait pas de parole, en fait, même quand on fait de la communication animale, c'est quelque chose qui en fait est une chance. On dit: «Il ne leur manque que la parole», mais si ils avaient la parole comme nous, on se prendrait vachement plus la tête avec eux. Mm. C'est sûr. Heu, voilà déjà, mais surtout, Hem, cet espace, de silence, ça peut nous inviter nous, déjà à rejoindre le silence, à accepter qu'il y ait pas de réponse aussi. On aime bien avoir des réponses à toutes les questions qu'on se pose et puis s'en poser pour avoir encore des réponses et tout. Et en fait, parfois, il y a juste pas de réponse, en fait, parce que parfois il y a juste pas de questions à se poser, il y a juste à être là, et à vivre, tout simplement, en fait. Mm. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on me questionne pas mal, c'est le rapport de l'animal avec la mort et surtout, ah mais du coup, les animaux qu'on élève pour manger, ils passent leur vie à savoir qu'ils vont être mangés et en fait, ils passent surtout leur vie à ne pas y penser. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que nous, on a du mal à concevoir parce qu'effectivement, si on était élevé pour être mangé, on passerait notre temps peut-être à s'inquiéter sur à quel moment ça va arriver. Alors qu'en fait, eux, ils sont vraiment, «Mais moi, je vis. Mm. Je pense pas à la mort parce que je vis» et ça nous ramène, toujours à des choses, très essentielles finalement. Mm. Parce que
en fait, on a les contraintes de nos privilèges, si je peux dire ça comme ça. En fait, le fait qu'on arrive à être conscient de beaucoup de choses en même temps, qu'on arrive à se projeter très loin, en avant, qu'on arrive à revenir très loin en arrière avec notre, système de pensée, qu'on arrive à conceptualiser, qu'on arrive à créer, à imaginer comme ça. À la fois, c'est fascinant, c'est une grande chance et à la fois, ça nous amène à passer, complètement à côté de, juste être vivant, juste être là, juste être en silence et je trouve que les animaux nous ramènent, enfin le vivant, hein, en fait, hein, les animaux, les végétaux, enfin voilà, nous Ouais. ramènent à ça. Mmh. Et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné ici, mais c'est en fait, c'est essentiel, c'est la première étape. Donc merci Claire de me l'avoir rappelé. Ouais, c'est vrai, c'est empreint de profondeur, mais parfois la profondeur se trouve dans la simplicité, quoi, juste être. Mm. Tout à fait, ouais, Ouais, vraiment. ouais. Alors Merci Karine beaucoup. me pose une question très pragmatique. Le laps de temps nécessaire pour passer du niveau 1 au 2 au 3 en formation? Alors en fait, ça c'est très personnel, enfin je veux dire personnel dans le sens, chacun fait comme il veut. Vous pouvez faire 1, 2, 3 l'un à la suite de l'autre en présentiel, vous faites 7 jours de formation. Vous pouvez faire un module par an. Vous pouvez, les faire, 1 et 2 et puis 3 plus tard. C'est vraiment, une question d'organisation, de disponibilité, de rythme aussi, si vous ça dépend comment vous vous connaissez. Est-ce que pour apprendre, vous avez besoin d'être dans une immersion où vous êtes totalement concentré là-dessus? Donc à ce moment-là, bah, faites tout d'un coup. Est-ce que vous savez que vous avez besoin de temps d'intégration, de laisser reposer tout ça? À ce moment-là, étalez un petit peu. Si vous avez de l'appréhension par rapport à, votre capacité à y arriver, ça peut être bien de commencer, par 1 plus 2 et puis de faire le 3 plus tard, voilà. C'est un peu personnel. Ah bah, bonne soirée Claire du coup. Voilà. Donc voilà pour les et alors après si vous avez des doutes sur le choix des modules en formation et tout ça, n'hésitez pas à prendre, à m'appeler ou à prendre un rendez-vous, pour une séance d'info avec moi et je réponds, de manière personnalisée. Voilà. OK, bah, écoutez alors, je vous souhaite, à toutes, parce que je pense qu'on était qu'entre femmes, hein, presque comme d'habitude. Je vous souhaite à toutes une excellente soirée. Voilà, et bonne continuation, et plein de plaisir avec vos animaux alors. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Charlotte, à Merci bientôt. Laurence. Salut. Salut.